Tu as soif? Elle a soif. Une bière. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Laurent, c'est trop de boulettes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Bistrot des Gentilshommes. Nous nous excusons pour notre absence de la semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission pour des raisons indépendantes de notre volonté. Et pour nous faire pardonner, eh bien, un grand rendez-vous en compagnie de Pierre Louvers de la chaîne Lorraine Enragée, qui nous avait déjà accompagné une première fois dans une émission qui était consacrée à l'agression de Laura Calou et au crétinisme universitaire. Le parrain de la chaîne, le désormais célèbre Pierre-Yves Lenoble, c'est la 3e fois qu'il est avec nous. La première fois, on avait parlé de pédophilie dans l'église et de tradition et de modernité. La 2e fois, c'était pour une émission spéciale Notre-Dame. Et bien sûr, mon acolyte, Martial. Salut. Messieurs, comment allez-vous? Bien, bien. Très bien, très bien. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Écoute, pas mal du tout. Je descends d'une montagne. Je viens de passer des jours à planter des arbres et à profiter du beau temps puis de la brume. C'était merveilleux. Pierre-Yves, petite note, là c'est la 3e fois. Donc là tu gagnes un rond de serviette. Bistrot des gentilshommes. Voilà. Ok, y a pas un pins? J'aurais voulu un pins, moi. Le pin, c'est à partir de la 5e fois. Ah ok, d'accord. Ouais. Ça marche. Ça ouais, marche. Ouais. Ok, donc un petit rond de serviette. Petit rond de serviette normal. Pierre, pour la deuxième, il y a quelque chose pour la 2e fois, je sais plus. Non. Tout droit de considération. Ouais, le droit de revenir une 3e peut-être. Voilà, c'est ça. Et d'avoir le rond de serviette. Exactement. Alors, aujourd'hui, on va parler des élections européennes, mais comme c'est pas forcément un sujet ultra passionnant, on va un peu déborder sur la démocratie en général, les élections en général. Alors messieurs, d'abord, est-ce que vous vous êtes déplacés pour aller voter? Non. Oui. Alors, moi oui aussi. Pierre Louvers a voté. J'ai fait mon devoir citoyen. Martial? Non, Martial il était dans ses montagnes. Non, si, moi j'y suis allé, j'y vais à chaque fois. Même quand c'est pour voter blanc, j'y vais. Ok. Non, bah moi je suis resté chez moi à me les toucher, tranquille. Ah bah ça c'est un premier sujet là, de savoir est-ce qu'on doit y aller même quand on n'y croit pas ou pas. C'est un premier sujet. Moi je pense qu'il faut pas voter. D'accord. Moi j'ai jamais voté de ma vie. Ah d'accord. Ah ouais. Voilà. Non mais nous on s'en bat les couilles. Il y a un point qui est inimaginable quoi. Est-ce que vous pouvez justifier ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots pourquoi? Après nous on vous expliquera pourquoi on y va. Vas-y Pierre-Yves si tu veux. Bah franchement moi parce que tout ce qui arrive on le sait d'avance en fait, c'est tous des pourritures, des sous-hommes, les gens qui nous dirigent, et je veux pas participer à ça en fait. C'est comme si c'était un jeu complètement débile avec des gens débiles, et je veux pas participer à leur jeu débile quoi. Voilà. Ouais, moi c'est un petit peu pareil, et je pars du principe que toute la classe politique tire sa légitimité du vote. Donc en fait, si on arrêtait tous de voter, il serait obligé de trouver autre chose. Donc je fais mon devoir citoyen en n'allant pas voter. Voilà. Ok. Alors, ma conviction est exactement l'opposé. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, ils tirent toute leur légitimité réelle ou supposée du vote, et que même s'il y avait 5% d'électeurs, ça continuerait pareil. Et que donc, à mon sens, il est important d'y aller, même si c'est simplement pour émettre un vote protestataire ou voter blanc. Pierre? Ouais, bah c'est un petit peu comme Martial. C'est-à-dire c'est le même raisonnement que vous inversé. C'est-à-dire que qu'on y aille ou pas, que la participation soit de 60 ou 40% ou même 20%, ils triompheront de la même manière le soir des élections, et je préfère autant que les partis que je déteste le plus ne soient pas en position de fêter leur victoire.
Mais c'est aussi une habitude que voilà, j'ai toujours voté aux élections nationales et aux élections européennes. Et par contre, j'ai systématiquement délaissé les élections municipales pour une seule et bonne raison, c'est que j'ai toujours voté dans des villes complètement perdues. Perdues idéologiquement, je veux dire. Donc des villes Les municipales, je mettrais peut-être les municipales de côté. Quand on vit dans un petit village. Quand Ouais. on habite dans un petit village Ouais. ou même dans une ville de taille réduite, ça peut avoir effectivement des conséquences. Et moi, contrairement à Pierre, ça m'est déjà arrivé de voter. J'ai voté pour les référendums. Voilà, les référendums où on m'a demandé mon avis. J'avais voté 2 fois, j'ai été en âge de voter pour des référendums. C'était pour le quinquennat et j'avais voté le septennat. Et c'était pour le traité de Lisbonne à l'époque, je crois. Et j'avais voté non. Ouais, je rajouterais juste une petite réflexion, c'est que les élections, on peut les voir de deux manières. Soit on peut les voir comme un instrument pour installer quelqu'un au pouvoir, un courant de pensée, soit on peut le voir comme un instrument pour signaler à l'opinion qu'on existe en tant que courant idéologique. Et bien sûr, du coup, il y a un effet depuis une vingtaine d'années complètement désespérant quand on voit les résultats et la manière dont ils se traduisent dans les représentations parlementaires ou au Parlement européen. Mais faut imaginer l'effet psychologique que causerait des élections où les partis populistes, au sens très très large du terme, de droite au sens très très large du terme, serait large, ouais, parce qu'il y a plus de parti de droite aujourd'hui. Ben non. Mais imaginons que les partis populistes, puisque c'est le moins pire aujourd'hui, soient à 5%, quoi. C'est-à-dire que même nous, je suis pas sûr qu'on continuera à avoir une activité à côté métapolitique. On serait peut-être dans un état complètement de désespoir absolu, quoi. Mais justement, le fait d'y participer me mettrait dans un état de désespoir absolu. Parce que, je sais pas, je nourrirais un quelconque espoir que ma liste fasse plus de voix que prévu ou ce genre de choses et je finirais dépité. Alors que le fait de me placer en spectateur extérieur, j'ai l'impression de regarder la merde sans trop patauger dedans, quoi. Ouais. Bon. Ah ouais. Vas-y, Pierre. Non, ouais, moi c'est beaucoup plus radical que vous. Hein. Non, mais c'est-à-dire Attends, que on en se fait, juste- vous partez du fait qu'il y a des choses à sauver, en fait, un parti, vous dites faire mon devoir citoyen, mais au regard de qui, c'est qui va juger que t'es un bon citoyen ou un mauvais citoyen? Je veux dire, la majorité des gens, ils sont décérébrés. Je veux dire, ils font pas partie de mon équipe, donc j'ai pas du tout envie de participer à leur jeu, en fait. Qui doit gagner, qui doit perdre, en fait. C'est quoi l'objectif, en fait? C'est vrai que quand je regarde cette humanité qui écoute les discours politiques, j'ai l'impression de pas faire partie du même monde, quoi. Et pourtant, tu en fais partie, hélas. Ben oui, hélas. Non, mais je sais que de toute façon, ils m'imposeront leur volonté. Moi, j'ai pas le pouvoir d'agir là-dessus. Mais c'est un monde qui m'est totalement étranger, quoi. Quand je vois que, alors, moi, j'ai téléchargé toutes les stats du ministère de l'Intérieur. Je sais que vous ne l'avez pas fait. Apparemment, je suis le seul bon élève. Allez, livre-nous tout ça. Mais même les noms, ils Quand ont je vois changé. que- Les noms des partis, ils ont changé. Moi, je reconnais plus rien en 2 ans. Oui, moi aussi. Il a fallu que j'aille rechercher, que je fasse des recherches Google pour savoir exactement à qui ça correspondait. Parce qu'ils se refont, pendant les européennes, ils se refont tous un peu une virginité. Alors les premiers, on le sait, c'est Marine Le Pen, qui a eu en gros 23,3% des pourcentages exprimés et qui a eu 23 sièges à l'Assemblée. Ça représente 11% des inscrits et 5 286 939 voix. Alors ça peut paraître un score impressionnant. C'est pas extraordinaire, hein. Mais elle n'a pas véritablement de réserve de voix, puisque derrière on a Dupont-Aignan qui est à 795 000 voix, 3,51% des suffrages exprimés, et puis après on peut peut-être mettre le parti Kamikaze, la ligne claire, hein, qui est à 0,01%. C'est quoi ça La ligne claire, c'est la liste de Renaud Camus. On en parlera sûrement parce qu'il s'est passé des choses un peu rigolotes sur cette liste.
Et il y a aussi Vauquelin, qui fait pas grand-chose. Il y a Ensemble pour le Frexit, ça c'est Asselineau, qui fait 265 000 voix, 1,17%. Et il y a Philippot, qui a lui aussi il a une liste qui s'appelle Ensemble Patriotes et Gilets jaunes pour la France sortant de l'Union européenne. Lui, il fait 147 000 voix. Donc en gros, on a 147 000 voix, putain, ouais. c'est rien. ouais, c'est rien. Donc en gros, on a une droite, et il faut le dire vraiment très très vite, qui recueille très peu de voix et qui de toute façon n'est pas en position un jour d'obtenir une quelconque majorité. Ouais. Ensuite, on a le parti au pouvoir qui est La République en marche, qui se maintient. Et ça, c'est un peu l'extraordinaire de ces élections, je trouve. C'est la première chose extraordinaire de ces élections, qui fait pratiquement le même nombre de voix que le Front National, hein, ça se joue à pas grand chose. C'est 5 millions 100 000 voix, 22,42% des suffrages exprimés et 23 sièges, exactement comme le Front National. Mais alors moi, je ne doit pas être très loin de ce qu'avait fait Macron au premier tour. Hein. Pas très, après, il n'y a pas le même taux de participation. Non, mais compagnie. on est dans des choses assez équivalentes, quoi. Voilà, les macronistes restent fidèles à Macron. Ouais, Pierre. son score n'a pas du tout bougé, mais après on le verra si on détaille un peu les résultats, c'est que il y a eu un transfert, quoi. Il a été élu par des gens de gauche. Enfin, sur l'échiquier politique, hein, donc quand je dis de gauche, de droite, c'est en fonction De toute du façon, pays c'est habituel. de gauche moins ou de gauche plus. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, et là, il a été plutôt poussé par la bourgeoisie de droite qui a quitté Fillon, hein. Donc, ça, c'est assez Oui, c'est intéressant ça. de voir ce petit changement. Et les gens de gauche qui avaient apporté leur suffrage à Macron se sont recyclés dans le parti écologiste, quoi. Ouais. Dans le mouvement D'ailleurs, écologiste. c'est ça qui est assez curieux, parce qu'il a fait les présidentielles et les législatives en torpillant le PS. Là, il a fait les européennes en torpillant LR. Donc, qu'est-ce qui va lui rester à torpiller pour la suite? Il a plus besoin de torpiller quoi que ce soit, parce que, comme Ralph l'a dit, si tu comptes Il est seul, oui. si tu comptes toutes les voix, qu'on est très très généreux, populistes, ça fait 35% des voix. C'est ce qui s'est passé à la présidentielle. Je crois qu'elle a fait 33. 34. Ouais, 33, 34. Ouais, c'est c'est-à-dire ça. que à peu près tout le monde avait bougé pour elle. Ouais. Ouais, voilà. Alors, bon, moi, le fait que La République en marche se maintienne m'étonne, puisqu'il y a quelque chose qui s'est passé entre l'élection de Macron et les élections européennes, c'est quand même le mouvement des Gilets jaunes. Et on voit que ce mouvement n'a eu absolument aucun impact électoral. Et ça, c'est... alors, je vais peut-être faire un petit tour de table pour voir ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça à la fois extrêmement révélateur et effrayant. Pierre-Yves, que penses-tu de ce mouvement des Gilets jaunes? Je rigole d'avance. Non, ouais, juste un petit truc aussi, c'est, tu sais, t'as donné les résultats, de dire quand même que cette élection, l'enjeu est pas énorme, parce que c'est l'élection des parlementaires européens et le Parlement européen fait que d'entériner ou de modifier un petit peu des lois qui sont prises par la Commission européenne, qui elle n'est pas élue. Donc déjà, on est dans un jeu un peu biaisé dès le départ, quoi, de toute manière. J'avais justement prévu de faire un petit rappel de ce à quoi sert l'élection des parlementaires européens, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu pitié, mais on va s'y attacher juste après. Et sinon, sur ta question, je suis allé réviser mes cours, quoi, carrément, quoi, pour regarder à quoi ça sert. Et j'ai un exemple super à vous. Il y a un exemple, enfin voilà, je vais vous en parler tout à l'heure. Vous allez rigoler, je crois. Et moi, c'est deux mots. Ouais, deux mots, c'est boomer dégueulasse. Voilà voilà les deux mots de cette élection, quoi. C'est que, et j'en parlais avec un pote, et on se disait, est-ce que c'est les gens qui se sont déplacés pour voter Macron, même républicain, ou même RN, pour conserver ce système, pour conserver leur bière, leur match de foot, le fait d'aller au supermarché le samedi, jusqu'à quel point ils vont faire chuter la société, voire entre guillemets nous tuer, tu vois ce que je veux dire. La société elle est de plus en plus mortifère.
Je sais que toi, t'es pour une philosophie vitaliste, moi aussi, mais on va dire que le capitalisme, au bout d'un moment, ça a amené quoi? Ça a amené l'avortement, la promotion de l'homosexualité. Là, il parle de l'euthanasie, l'immigration de masse. Je parle bien sûr l'immigration de remplacement. En gros, jusqu'où ils vont nous faire crever, les boomers dégueulasses, pour conserver leur retraite, quoi. Et les boomers, on nous les a présentés comme une génération hippie, mais en fait, c'était carrément une génération punk, quoi. C'est la génération nos futurs après. Ouais. Nos futurs après moi le déluge, ouais. Sur la non-influence du mouvement des Gilets jaunes sur ce scrutin, qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Bah alors les Gilets jaunes, déjà, j'ai soutenu le mouvement un petit peu comme tout le monde parce que fallait, mais il faut bien comprendre que les Gilets jaunes, c'est pas des gens qui... Michel Drac le dit assez bien, bon, toujours un petit coup de pub à notre ami Michel, notre maître à tous. Mais il le dit assez bien, c'est-à-dire que c'est pas un mouvement de gens qui meurent de faim, c'est un mouvement de consommateurs qui ont été bercés par l'État-providence et les subsides des 30 glorieuses, à qui, subitement, depuis, on va dire les années 90, on est en train de couper les vivres. Et comme ces gens, dans leur vie, dans leur existence, n'ont plus rien d'autre que la consommation, quand la capacité de consommation baisse, en fait, ils se sentent mourir et disparaître. Et il y a une vraie détresse chez ces gens. Mais c'est pas une détresse objective et matérielle concrète. Alors bien sûr, il y a des situations difficiles. Mais chez la majorité des gens, c'est le sentiment d'une disparition parce que ils vivent la disparition de leur capacité à consommer. Donc déjà, c'était quelque chose d'assez peu reluisant. Je crois que c'est Sioran qui disait que dans De la France ne se révolterait plus jamais, si ce n'est pour le ventre ou le bas-ventre. Ben là, on est dans le bas-ventre, en fait. Et donc sur l'absence d'influence du mouvement des Gilets jaunes sur les élections européennes. Alors c'était marrant parce que je me rappelle que 2 ou 3 mois avant les élections européennes, les premiers partis Gilets jaunes étaient sondés à 13-14%. Et puis au final, il n'en a rien été, bien évidemment. Et Philippot, qui alors là, il s'est vraiment il avait plus grand chose à sauver du point de vue de l'honneur, mais là, il a vraiment fait les fonds de tiroir en essayant de se faire le porte-voix des Gilets jaunes. A fait que moins de 1%, je crois. Donc voilà, la liste Gilets jaunes médiatique a fait moins de 1%. Donc je pense que c'est tout à fait normal parce que ces gens-là sont allés, je pense, en majorité vers le Rassemblement national, à près de 40%, je crois. Et puis après, ils sont... parmi les Gilets jaunes, il y a des boomers dégueulasses qui ont continué à voter. Je les vois bien, moi, aller voter Glucksmann. Pour être parfaitement exact, Philippot a fait 0,65%. Voilà. Rien. Et 0 siège, évidemment. 0,31% des inscrits et on rappelle 147 140 voix. Affligeant. Alors que c'est un personnage très médiatique, on va dire que tous les Français connaissent, je pense que tous les Français connaissent Philippot. Bien sûr, et puis il a une bonne exposition médiatique compte tenu de ce qu'il représente. Bonne, Mais donc voilà, pour conclure, je trouve que cette absence d'influence des Gilets jaunes sur l'élection, soit en tant que liste autonome, soit en tant que moyen de pousser d'autres listes, comme le Rassemblement national, c'est tout simplement le signe de la vacuité de la révolte des Gilets jaunes. Au-delà de toute la sympathie qu'on pouvait avoir pour les individualités qu'on a pu côtoyer dans les différentes manifestations. Martial, qu'est-ce que t'en dis? Alors, plusieurs choses. Alors, d'abord, pour rebondir sur ce que tu dis, Pierre, je pense effectivement que, comme toi, que c'est un groupe qui a un sentiment de déclassement, mais il faut pas négliger le sentiment de déclassement, c'est aussi ce qui crée les classes révolutionnaires. Mais effectivement, on se retrouve avec des gens qui font beaucoup de bruit pendant longtemps et finalement, ça fait pchit. Mais d'abord parce que je pense que le mouvement ne s'est pas beaucoup survécu à lui-même, c'est-à-dire que quand même, à un moment donné, il a été pris en otage par la France insoumise, par les antifas, etc. Et ça nous a donné la merde qu'on a eue pendant des semaines, et pour rien. Et où, en fait, c'était quelques dizaines de milliers de personnes en France, qui faisaient beaucoup de bruit, mais qui représentaient pas grand-chose. En revanche, qui ont certainement suffi à dégoûter un grand nombre de Français du mouvement tel qu'il était à l'origine.
Après, effectivement, même le mouvement tel qu'il était à l'origine, ça reste un mouvement de pure revendication économique, qui est sans contenu idéologique réel. Ça pouvait faire sa force. Ça pouvait faire sa force parce que les revendications vagues, c'est aussi quelque chose de fédérateur. Mais finalement, voilà, on se retrouve avec une colère qui était sans doute en grande partie légitime et à laquelle beaucoup de monde a adhéré au début, et qui finalement a tourné en eau de boudin. De toute façon, comme tout mouvement, où à un moment donné, t'as les Trotskars qui s'invitent, hein. Il faut pas se leurrer, ça devient de la merde. Parce que c'est une composante non négligeable de la sociologie française. Après, même majoritaire. le fait que Même majoritaire. Ouais, les gauchistes, les Français entre sont des guillemets, marxistes. ils font plus de 60%. Si t'additionnes tous les partis de gauche culturelle... Ils font 98%. Parce que même au Front National, de toute façon, Oui, c'est vrai. c'est des marxistes. Mais, enfin, j'entends tout ce que vous dites et je plus sois, hein. Mais ça révèle quelque chose d'encore plus inquiétant pour moi. Parce que le système, il a totalement aspiré le choc des Gilets jaunes. D'abord, il l'a aspiré physiquement, par une répression qu'on peut trouver assez brutale et qu'on peut critiquer, mais qui a quand même été menée d'une main de maître, hein, faut le dire. C'est-à-dire que la foule, même déchaînée, est totalement inoffensive pour le pouvoir. C'est pas demain qu'on reverra des explosions de colère comme on a vu au début du mouvement, particulièrement au mois de décembre, si mes souvenirs sont bons. Le choc, il a été aspiré physiquement, il a été aspiré psychologiquement. On a eu une ingénierie sociale qui a été parfaitement maîtrisée, c'est-à-dire que le mouvement a été orienté de manière, mais vraiment c'est du Kasparov l'histoire, quoi. Et il a aussi été aspiré idéologiquement avec des équilibres politiques qui au final sont restés plutôt inchangés. Et moi, tout ça me pose la question de l'équilibre des pouvoirs, de la vraie séparation des pouvoirs. On nous a vendu législatif, exécutif, judiciaire comme séparation des pouvoirs, mais la vraie séparation des pouvoirs, et là je rejoins Pierre-Yves puisque c'est un peu notre logiciel de pensée, c'est le spirituel, le politique et l'économique. Et là est le pouvoir de l'économique, c'est-à-dire le pouvoir du nombre, le pouvoir du ventre, le pouvoir de cette immense majorité de la société qui se charge de nourrir et de faire fonctionner la société pour les autres. Son pouvoir, c'est la violence, c'est le nombre et c'est la capacité de destruction. On peut pas demander à une foule d'avoir des revendications claires, précises, une idéologie ou tout ce qu'on veut. C'est pas possible. La foule fonctionne au sentiment. La foule fonctionne avec la foule fonctionne de manière viscérale puisque de toute façon c'est le ventre. Et on se rend compte que le pouvoir, la classe politique et la classe intellectuelle a totalement castré cette dimension de l'équilibre des forces dans une société. Et ça, c'est très effrayant. Ouais, alors j'entends bien ton raisonnement. Oui, bien sûr que c'est effrayant, mais le souci que je vois dans ton raisonnement, c'est que cette répartition tripartite, en fait, hein, cohérente, quipugnante, quilaborante, faut voir la gueule des trois ordres aujourd'hui, quoi. Hein. Bah, les trois ordres sont pourris, mais le laborantès, on leur a coupé les griffes, et j'ai l'impression que c'est un chat qui est même plus capable de faire mal à une souris. Si vous voulez, en décembre, j'y allais aux manifs, tout le monde était trop vénère, et le but, c'était de rentrer soit à l'Assemblée, soit de rentrer à l'Élysée, pour attraper un mec, de le foutre à poil, et de le tirer derrière un 4x4 sur les Champs-Élysées. Non mais c'était ça le but, hein. Et le truc, c'est qu'on n'a pas réussi à le faire. Et je vous jure que si on avait réussi à le faire, mais d'un seul coup, les politiques, ils auraient redécouvert la notion d'intérêt général, mais pour eux, ce serait devenu quelque chose de totalement clair, sauf qu'on n'a pas réussi à le faire, et que cette faille spatio-temporelle qu'il y a eu en décembre, mais on l'aura plus jamais. Ça arrive une fois tous les 50 ans, si vous. Des kairos, tu peux en avoir d'autres, mais oui, c'est pas tous les jours. Hein. Voilà.
Ouais, sur les gilets jaunes, juste sur le fait que effectivement, normalement, la masse c'est quelque chose qui doit être fécondé par une idéologie et dirigé par un meneur. Et une idéologie, c'est effectivement soit inspiré par le spirituel, soit inspiré par le politique, avec une idéologie politique. Mais là, on est sorti depuis la fin de la modernité, donc en gros depuis 1945, de la démarche utopique en Occident et révolutionnaire. Donc c'est des révoltes qui tournent à vide, parce que y a une incapacité à savoir vers quoi se projeter. Donc et je pense que cette détresse idéologique chez les Gilets jaunes, moi aussi j'y étais à Paris en décembre, on la voyait bien quoi. Donc on s'amusait effectivement on va pas se faire En décembre, on peut pas dire que c'était pas génial quoi. Ah, moi je quand on rentrais était chez en moi, plein mais milieu, j'étais fou, c'était incroyable Ah, quoi. ouais. Et je me disais mais il va se passer un truc quoi. Je voyais tous les politiques se chier dessus. Ah bah oui, c'était fabuleux, j'habitais près de la place de l'Étoile et c'était Bagdad quoi, tout était en feu. C'était Bagdad ouais. Et t'avais des journalistes de RT qui couraient et ils disaient mais vous êtes fous les Français, vous êtes fous quoi, ils venaient me voir mais ouais non, c'était pour un anarchiste comme moi, je veux dire voir toute la foule balancer des cocktails Molotov sur des voitures de flics, je me disais mais enfin ils ont compris qu'une manifestation déclarée à la préfecture pour aller d'un point A à un point B, c'est de la merde, tu vois. Et non, en fait, ça a rien donné. Mais il y a aussi une responsabilité des soi-disant meneurs, comme Chouard, par exemple. Il jouit une certaine sympathie dans notre mouvance, mais franchement, moi, ce mec-là, je le suis depuis une dizaine d'années. Au début, j'ai été vraiment conquis par son côté comment dire? Comment? Doux. Ouais, voilà. Doux, mais en fait, ce côté gentil. doux, ça devient vite quelque chose de mielleux. Et je me demande même s'il n'y a pas il s'aime beaucoup, en fait, derrière sa modestie apparente. Et en fait, maintenant, il a fini, il a une émission sur Sud Radio. Et en gros, il discute avec Elisabeth Lévy pour savoir, enfin voilà. Ouais, et puis il y a eu cet épisode abominable de Raphaël Enthoven et oui. Qui était sur France Inter, qui avait été présenté comme le summum de l'ouverture d'esprit politique des médias mainstream. Enfin, c'était je crois que tu parlais du fils Enthoven avec. Consentait à parler à Étienne Chouard, qui était, mais franchement, ça m'a donné envie de dégueuler. Ah ouais, je le dis. Hein. Et il y a le fils Enthoven aussi, hein, avec Asselineau. Bah, le fils Enthoven, non mais de toute façon, Asselineau, on va lui réserver. Et d'ailleurs, les gars, juste une parenthèse. Normalement, la chirurgie esthétique, c'est pas héréditaire. Non, mais comme il est très jeune, moi j'ai pas envie de m'acharner sur lui. Mais alors par contre, Asselineau, la stratégie d'Asselineau, ça révèle quand même aussi beaucoup de choses sur l'électorat, sur la psyché de l'électorat français, quoi. Alors, bon, on va y revenir tout à l'heure. Pour moi qui n'ai pas du tout suivi cette histoire, est-ce que tu peux le résumer ce truc? Alors il se trouve que le fils de Raphaël Enthoven et de Carla Bruni, c'est ça, hein, ouais. Est militant du parti de François Asselineau. Et François Asselineau a utilisé ce jeune garçon qui est pas, qui pour son âge évidemment est très éveillé, tout ce qu'on veut. Après c'est de bonne guerre parce qu'il a pas d'ouverture médiatique, donc il a essayé d'utiliser ce pion dans son jeu pour avoir une ouverture médiatique. Et ce jeune garçon avait arbitré un débat entre Emmanuel Todd et François Asselineau, qui est disponible sur la chaîne de François Asselineau. D'accord. Voilà. Allez, on va crever l'abcès UPR. On va crever l'abcès UPR et j'invoque Pierre-Yves Lenoble sur la question. Non, mais juste, déjà il y a un truc qui est intéressant avec l'UPR, c'est qu'on a beau faire du trolling sur Internet, être ultra présent sur les réseaux sociaux, ouvrir une chaîne YouTube, Internet, on voit que ça reste un espèce de prisme où les gens restent enfermés dans leur petit milieu. Mais quand ça touche la masse, on voit que c'est peanuts, Internet, quoi. Il y a plus rien, il y a rien. C'est un effet, quoi. Surtout, l'UPR, à mon avis, a été victime de ce qu'on peut appeler l'effet d'écho. C'est-à-dire que l'effet d'écho, c'est que dès que tu as un certain nombre de followers, tu peux raconter n'importe quelle connerie, tu auras bien 15 couillons qui seront d'accord avec toi. Et donc, tu vas avoir illico X likes qui vont arriver. Et comme ces mecs-là vont partager tes contenus,
tu vas avoir l'impression que ça représente beaucoup de choses. Alors qu'en fait, non. C'est juste le groupe de mecs qui te suit et qui dit finalement la même chose que toi. D'ailleurs, toi aussi, tu reprends leur contenu. Et donc, au final, voilà, c'est une petite sphère qui se renvoie la balle en permanence. Mais si tu comptes le nombre de posts, t'as l'impression que c'est une foule. Alors que non, c'est 15 mecs qui se tirent la nouille. Ouais, voilà. Quand même 265 000 voix. Oui, tu me diras. Mais ça suffit pas pour gagner une élection. Ah non. Mais enfin bon. 265 000 voix. Mais non, c'est vraiment nul compte tenu du fait que maintenant, Asselineau, qui se plaignait de pas avoir accès aux médias, il a eu accès aux médias et qu'effectivement, comme disait Pierre-Yves, il a une armée de trolls de l'UPR qui sont en permanence sous toutes les vidéos d'actualité sur YouTube ou sur Facebook pour faire apparaître le sigle UPR, quoi. Donc non, c'est vraiment un échec total. Mais donc d'une part oui, ça montre que la dissidence internet, ça se résume à pas grand-chose. Donc peut-être pour calmer aussi les guerres intestines là qu'on a entre nous, enfin des fois ça tombe vraiment à des niveaux lamentables. Mais les mecs, on représente déjà, si nous on arrive à exister, ce sera un exploit. Alors déjà arrêtons de nous prendre pour plus que ce qu'on pèse. Et arrêtons en plus de nous tirer dans les pattes en ce moment, quoi. Alors ça, c'est la première chose. Ouais, vas-y, continue. Et la deuxième chose sur l'UPR, mais c'est très simple. C'est Asselineau, c'est un énarque. Et d'ailleurs, Philippot aussi. Et ça prouve bien que ces gens-là ne comprennent rien à la politique. C'est-à-dire que pour Asselineau comme Philippot, c'est très logique. Ils ont raison. C'est-à-dire que tant qu'on est dans l'Union européenne, on est bloqué pour faire certaines politiques. Donc, d'un point de vue d'énarque, d'un point de vue logique, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Donc, pour eux, il faut d'abord sortir, et puis ensuite, on pourra discuter entre nous de ce qu'on veut faire comme politique. Mais ils comprennent pas que dans la psychologie des peuples, tu ne peux pas demander à quelqu'un d'acheter une fourchette si tu lui dis pas qu'il va manger après. Donc, en fait, un instrument doit toujours être proposé en même temps que le but auquel va servir l'instrument. Et Asselineau, qui ne veut pas trancher la question identitaire, migratoire, tout ce qu'on veut, en réalité, sa position qui est logique, d'un point de vue de la pure logique, est complètement absurde d'un point de vue politique, parce que personne ne sait ce qui va se passer après. Et c'est pour ça qu'un parti comme le RN, qui a un positionnement beaucoup plus ambigu, voire complètement confus, au niveau voire on n'y comprend rien du tout, hein. Au niveau mais c'est bien, j'ai l'impression qu'en politique, plus on dit des trucs que personne ne comprend, mieux c'est, finalement. Mais oui, non, c'est-à-dire qu'il faut comprendre les leviers psychologiques, tout simplement. Les gens qui votent RN se disent tout simplement, moi, ce qui me pose problème, c'est l'immigration. Et si jamais le RN arrive au pouvoir d'une manière ou d'une autre, il fera ce qu'il faut pour arriver à ce but-là. Donc il sortira de l'Union européenne s'il faut. Un petit peu comme Salvini le fait avec une logique de jouer en interne au sein des institutions européennes. Et c'est surtout pour ça que Philippot et Asselineau sont des brels politiques. Ils ne comprennent rien à rien à la psychologie politique et à la psychologie des foules. Ou des masses. Ouais, il y a aussi un truc. Ouais, vas-y. Juste un truc, c'est que en France, pour moi, enfin c'est mon avis, il y a vraiment deux France irréconciliables. Et tu sais, certains rêvaient, par exemple, de Mélenchon, Marine Le Pen, comme un peu en Italie. Tu sais, le mouvement 5 étoiles et la Lega. Ou même on a par exemple les Anglais qui votent à 30% pour le Brexit, ou les Hongrois. C'est parce qu'il y a une unité qui se fait, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'unité française. Il y a la France républicaine et la vieille France catho des provinces, enfin à l'ancienne, et elles sont irréconciliables, et jamais on aura un parti populiste où on retrouvera des gauchistes et des droitards ensemble. Et ça s'est vu même dans l'histoire, parce que quand il y a eu la montée du fascisme au début du XXe siècle, ça a pas pris en France en fait. Et donc moi ça j'y crois pas, hein, moi. Je pense que tous tendent vers un espèce de centre mou, quoi, un UMPS, quoi. Et voilà. Ouais, la France c'est vraiment le centre mou. Et pour revenir sur le cas Asselineau, il a eu une stratégie. Alors c'est facile, hein, d'arriver 10 ans après et de dire c'est de la merde. Moi, je le connais depuis 2009, puisque je l'ai connu très très tôt, parce que j'ai écrit un mémoire. J'écrivais à l'époque un mémoire sur les institutions de l'Union européenne, justement, et donc j'avais fait connaissance de François Asselineau dès 2009, je crois.
Je l'avais vu dans une pauvre conférence avec 3 personnes à Montpellier. Il était avec sa petite valise dans son train. Enfin, il a quand même été habité par quelque chose, quoi. Il a quand même fait quelque chose qui est assez étrange et qui est assez admirable d'une certaine manière. Mais il a joué sur la stratégie de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu céder aux sirènes de la communication politique absconse. Et le résultat de 10 ans d'Asselineau, eh bien, c'est que ça ne marche pas. Le parti animaliste qui sort de nulle part avec une biche sur son affiche fait plus de voix que lui. Alors il va nous expliquer, il va nous faire une vidéo super, hein, parce que c'est vrai qu'il parle très bien. Ça, c'est un énarque pur jus, hein, c'est même le meilleur de tous. Hein, il était major de tous ces concours. Il va nous expliquer qu'il a fait 400% de plus d'adhésion en Malaisie sur le premier trimestre 2019. Ce qui représente 2 adhérents. Voilà, parce qu'il en a eu une en 2018 et 4 au premier trimestre 2019. Il a une base militante que vraiment c'est devenu une blague sur Internet, quoi. Ce sont des témoins de Jéhovah, quoi. Vous connaissez l'UPR, il y a un mème très connu où il y a un mec qui pisse, il y a 25 pissotières, il y a un mec qui vient pisser juste à côté de lui pour lui dire vous connaissez l'UPR, c'est vraiment exactement ça. Et en fait, jouer la carte de l'intelligence ne fonctionne pas. Voilà, il devrait mettre plus en avant Zaman. Elle a une belle crinière. Ouais, faut mettre des meufs. Je l'ai essayé, hein. Ouais. Tu mets une beurette, ça fonctionne, hein. En général. Mais il a essayé, mais pas assez. Mais pas assez. Alors, plus ça devient difficile. Sur les limites de la stratégie Internet, on parlait tout à l'heure de la génération boomer, il y a aussi ça. C'est que la génération boomer, c'est une génération qui est très peu influencée par Internet. C'est une génération qui regarde encore beaucoup la télé. C'est une génération qui s'informe en lisant Le Monde et Le Figaro et en regardant le journal télévisé de TF1. Oui, il y a encore des gens comme ça. Non, mais c'est ça l'opinion publique en France. Et pour qui c'est pas Internet, hein. C'est suspect. Donc, et c'est cette génération-là qui vote, hein. Ouais. Beaucoup plus que les trolls Internet, hein. Les boomers, ils sont omniprésents dans l'élection. Quand Macron a proposé sa solution de merde du débat citoyen national, ils y étaient. Il y a que les boomers qui y vont et qui continuent à gratter, à faire leur petite tambouille politique. Et cette génération de boomers n'en a rien à foutre d'Internet. Mais même la génération pas boomer, quand on voit les résultats, elle en a pas beaucoup plus grand chose à foutre d'Internet en réalité. C'est-à-dire que pour ceux qui viennent après, Internet, il y a quand même un certain nombre de limites. D'abord, il faut une connexion. Tout le monde n'a pas de connexion. Ensuite, il faut, pour s'informer politiquement, être capable ou de tenir sur des vidéos un peu longues, ou de lire des textes qui parfois peuvent être un peu complexes. Or, je vous rappelle qu'on a énormément de gens qui ont des problèmes avec la lecture. Le pouvoir de concentration moyen, on n'arrête pas de se foutre de la gueule des poissons rouges, mais je crois que c'est 3-4 minutes. Hein. Oui, donc bien entendu que en ayant produit, et là je lisais Michel, l'enseignement de l'ignorance, en ayant produit des générations de décérébrés, c'est une sécurité pour le pouvoir en place. Quel que soit ce pouvoir. Hein. D'où le fait de pas aller voter, justement. Parce que ça veut dire que le décérébré a sa voix, elle a le même poids que celui qui aura lu des programmes, quoi. Donc, c'est faussé d'avance, quoi. Non, moi, je suis d'accord que l'abstention est moi, je vois vraiment l'abstention comme un acte militant, quoi. Me branler les couilles devant Attention à la marche sur TF1 le jour où il y a une élection, j'en fais une règle de vie, quoi. Tu vois, j'en fais un honneur, quoi, tu vois. Au moins, devant Attention à la marche, tu peux apprendre un truc un peu cocasse à ressortir dans un dîner en ville, quoi, tu vois. Oui, mais tu vois, je suis d'accord avec vous, mais je pense que vraiment, d'un point de vue rationnel, hein, le mythe du grand soir électoral et ses chances de réalisation sont extrêmement faibles. Mais il y a un mythe qui est encore plus faible, c'est celui du personne ne va voter aux élections. En fait. Ah non, mais je sais très bien. Alors moi, si tu veux, j'ai un idéal de vie, mais je sais qu'il se réalisera pas, tu vois. Ouais, au moins j'en suis conscient. Ah oui. Moi j'aimerais bien qu'Alexandre revienne sur son cheval défoncer tout le monde. Mais bon, je sais que c'est pas possible, tu vois. Donc
Moi, pareil. Une fois que j'ai su que c'était pas possible, tu vois, je passe à autre chose, quoi, tu vois. Moi, j'attends le retour de Charles le Téméraire et voilà. Mais ça n'arrivera pas. Mais par contre, si Charles le Téméraire se présente à une élection demain, là, je vais au bureau de ma ville, je remets en activité ma carte d'électeur et c'est parti. Mais c'est aucun Charles le Téméraire ne peut émerger du système politique français, qui est un système de soumission. Moi, si vous voulez, il y a un truc que j'ai lu, je sais pas, quand j'avais 18 ans, qui était un petit livret de Simone Veil qui était pour la suppression totale des partis politiques. Si vous voulez, j'en suis jamais revenu, quoi. C'est-à-dire, dès l'instant que vous avez un parti politique, c'est de la merde. Ouais, c'est vrai. Et je retiens quand même que vous êtes tous les deux favorables au Grand-Duché de Bourgogne. Bande de traîtres. Ah non, En tant moi, que Lorrain, moi, je je suis l'assume. content que Charles le Téméraire soit mort en 1477 à Nancy. Je vais me recueillir sur sa dalle. Bande C'est d'Armagnac. vrai que là-dessus, moi et Pierre-Yves, on peut même pas dire ce qu'on pense de Jeanne d'Arc et tout. C'est trop horrible. C'est trop horrible. Mais, Ah oui, c'est vrai. Non. Non, c'est compliqué. Moi personnellement, si justement vous parliez de politique, mais est-ce que c'est de la politique? C'est plutôt de alors justement. Ouais, mais enfin, en gros, je veux dire, c'est que pour moi, la politique, c'est des hommes de paille, c'est un amusement, et derrière, c'est des banksters, tu vois, qui tirent les mains. Moi, je pense comme un vieux complotiste du 19e siècle, quoi, à ce niveau-là, quoi. Ouais, pareil, moi je suis un complotiste du 19e siècle et on a quitté l'ère du politique depuis très longtemps. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le politique, nous sommes dans ce que les penseurs un peu de la modernité appellent la cybernétique, c'est-à-dire la science du gouvernement des hommes. Il n'y a plus de nation, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de destin commun, il n'y a plus d'intérêt général. Il y a une organisation sociale abstraite dont la finalité est de fonctionner et de se survivre sur le modèle un peu du meilleur des mondes d'Huxley. Et donc on est passé dans le nihilisme absolu. Nous votons pour des marionnettes. Les penseurs et les organisateurs de la grande cybernétique moderne, ils sont ailleurs, ils sont largement inconnus, et ils ont tout le pouvoir politique entre les mains, alors que, justement, si le politique devait avoir une fonction, ce serait justement d'affaiblir cette puissance organisationnelle complètement écrasante, qui nie l'individu, qui nie ses particularismes, qui nie ses déterminismes, qui nie son genre, qui nie son ethnie. L'individu n'est plus qu'une chose, une entité, un atome, qui doit s'intégrer à l'intérieur d'une organisation sociale et fonctionner. C'est un système désincarné, c'est exactement ce qu'on retrouve par exemple dans le développement personnel. Et une dernière chose sur ce sujet, c'est que désormais, pour la personne lambda, et même pour nous, qui nous intéressons à ces questions, qui sommes des fanas de métapolitique, il n'est absolument plus possible d'identifier le pouvoir. Nous ne le connaissons plus, nous ne le voyons plus, les véritables cercles de pouvoir sont invisibles à nos yeux, et en réalité, nous passons notre vie à nous concentrer sur une sphère politique factice, alors que le pouvoir est ailleurs, le pouvoir est nébuleux, et cette sphère politique factice, que nous ne pouvons plus identifier, elle peut nous identifier de plus en plus, puisque nous sommes de plus en plus contrôlés, surveillés, étudiés sous toutes les coutures, et donc, toutes ces élections sont un jeu de dupes. Bah, franchement, je souscris à tout ça. Et malgré tout, ma conclusion, ça serait continuer à les voter de manière stoïcienne et détachée. Comme tu fais... tu vois, c'est comme un mec qui s'entraînerait toute l'année au tennis et puis qui se pointerait pas à Roland-Garros le jour J. Parce que il sait que ça serait truqué et tout. Effectivement, bien sûr, c'est truqué. Mais moi, ça me paraît aberrant de pas faire ça compte tenu de l'investissement général, psychologique, émotionnel et chronophage que je consacre à la chose publique en général. Mais je suis complètement d'accord avec ton bilan. Avec une petite nuance, c'est quand même que, tu vois, si tout le monde s'était dit ça, Salvini aurait pas été élu, Trump aurait pas été élu. Alors attention, ouais, mais parce qu'on est en France. Parce que c'est pas possible en France. Ça n'arrivera jamais en France.
On est le peuple... Alors moi je le pense sincèrement, on dit toujours les Français, c'est un peuple politique. Non, je crois que politiquement la France c'est le peuple le plus stupide du monde. Et je le pense vraiment de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a d'autres endroits du monde où il se passe des trucs, mais en France il se passe rien. Oui. Et c'est Parce qu'on est un peu la mère de la République, des valeurs de la République. La France c'est un peu le phare démocratique des droits de l'homme et tout ça. Et donc, tu sais, les premiers seront les derniers. Du coup, nous, Oui, on est là-dedans pour un moment. On sera certainement effectivement les derniers à admettre que ces idées-là, si elles ont eu quelques valeurs un jour, Voilà, ont c'est passé ça. leur temps. Ouais. Ah ben notre emblème c'est le coq. Hein. On chante sur le tas de fumier. Hein. On sera les derniers à prendre conscience qu'il y a un truc qui cloche. Tu vois, je revenais juste un truc pour vous dire, tu sais, par exemple, en Italie, s'il y a eu Salvini, moi, ça m'étonne pas spécialement, parce que tu sais, j'ai un éditeur italien, et par exemple, tu sais, comme j'avais dit l'autre coup, en France, t'as les lecteurs de Guénon, les lecteurs d'Evola. En Italie, les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Et si tu regardes les manifestations des Antifa en Italie, ils ont des gros drapeaux italiens. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Alors qu'en France, on a vraiment, on va dire, les cosmopolites, droits de l'homiste, internationalistes, et la France, encore plus ou moins patriote. Et elles sont, pour moi, irréconciliables, ces deux France. Oui, parce que pour bien des gens, la moindre expression de patriotisme est suspecte. Voilà. T'as plein de gens pour qui le seul fait de dire j'aime mon pays, putain, déjà c'est limite si tu vas pas, tu vas avoir des problèmes. Si tu dis ça, tu vas avoir des problèmes. Voilà, c'est Mais ça. c'est vrai que d'un point de vue parfaitement rationnel, aimer la France, c'est de plus en plus compliqué et de plus en plus suspect parce que Ça dépend de ce que tu appelles la France. moi j'aime la langue française, il y a des choses qui me rattachent à Il faudrait dire les France, les France, les Gaules. les France, les Gaules. et après je comprends qu'un jeune qui naît en France aujourd'hui, mais il ait plus aucune attache à la France et qu'il n'en ait rien à foutre, quoi. Mais je le comprends tout à fait. C'est normal, on a passé toute son éducation à lui dire rassure-toi, la France c'est presque rien. Donc c'est normal qu'il croit que c'est presque rien. Mais c'est pas vrai, c'est pas presque rien, c'est une histoire millénaire, c'est une culture qui a influencé le monde, c'est des terroirs profonds, et c'est aussi encore maintenant un peuple qui a une histoire, qui a un destin, et qui est pas mort, c'est pas vrai. Mais ça c'est des choses dont on se discute, hein. Sommes-nous en France? Il y en a qui disent qu'on est dans l'ère de la France, A-FRANCE. Et finalement, je suis pas loin d'y souscrire. Alors, pourquoi se battre pour quelque chose qui veut mourir, tu vois? Pour moi, ce qui est en faillite et ce qui est mourant, c'est une certaine forme de discours sur le pays. C'est-à-dire, pour reprendre des critères anciens, c'est une certaine forme de pays légal, ou en tout cas de pays déclaré. Le pays réel, lui, il existe, hein. Il continue à exister. Il faut sortir des métropoles pour le voir. Ouais. Il faut sortir des métropoles, il faut quitter les tours, il faut aller dans les campagnes, et là tu vois des gens qui ont une vraie culture, qui ont un vrai attachement, qui ont une vraie identité, et c'est quand tu reviens dans la métropole que tu te rends compte à quel point tout ça est factice, à quel point tout ça est un théâtre d'ombre. Mais mathématiquement, ça représente tellement de gens. Oui, parce que les villes, elles sont trop grosses. Enfin moi, tu sais, justement, on parlait, tu sais, au début, on disait on est anarchiste. Moi, pour bien dire, je suis paléo-anarchiste en fait, et je pense ça part. Paléo-anarchiste. Mais c'est un vrai courant qui a existé au début du XXe. En fait, ça part du principe que l'être humain c'est un animal social, mais pas comme les fourmis, plus comme les loups ou les éléphants, et qu'à partir d'un certain nombre, en fait, c'est le bordel. En fait, et t'es forcément apprivoisé par quelconque pouvoir, en fait. Et du coup, la ville, pour moi, c'est trop gros, en fait. Ça rejoint ce que tu dis. C'est forcément cosmopolite, métissé. C'est le chaos. La en ville. ville, tu n'es personne. Voilà. Tu n'es personne, tu n'es rien. Toutes les villes se ressemblent. D'un pouvoir. Tu es le jouet d'un pouvoir impalpable et tu n'es rien. Et du coup, tu n'es rien, tu n'es personne.
et du coup tu ne fais rien. Tu vis malgré toi dans le nihilisme. Il y avait une question, ouais. Comme le disait le père Brassens, qui est sûrement un des plus grands penseurs politiques de tous les temps, le pluriel ne vaut rien à l'homme, et sitôt qu'on est plus de 4, on est une bande de cons. Ouais, non mais vraiment, c'est même un couple, hein. Déjà 2, c'est déjà chaud, quoi. Alors il y a une autre composante qui, à mon avis, explique la sociologie de l'électorat français. C'est quand même qu'on a l'honneur de vivre dans l'état le plus taxé du monde. Alors, on est taxé pour les services publics auxquels la plupart des gens tiennent. Moi, je ne sais même plus si j'y tiens encore. Mais en réalité, nous vivons dans une prison fiscale qui suce le sang de ses sujets. C'est-à-dire que on vous prend tellement de pognon que de toute façon, vous êtes l'objet de l'État, quoi que vous fassiez. C'est-à-dire que on va prendre l'exemple de l'urbain qui gagne 2000 € par mois net. En réalité, il en gagne pratiquement 4000. Il se fait déjà tout sucré avant de toucher son net. Ensuite, il a encore toutes ses impôts, toutes ses taxes à payer. Ensuite, il a encore sa TVA. Et en réalité, il doit compter sur la grande redistribution étatique pour essayer de survivre. Donc en fait, il est dépendant, qu'il le veuille ou pas, de l'État. Et ça explique ce légalisme et ce socialisme maladif français. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va voter, on est obligé de penser à son propre intérêt fiscal et à son propre intérêt redistributif. Et finalement, la bonne ligne à prendre, c'est pas peut-être pas de supprimer tout l'État, encore que ce soit une discussion qui soit valable, hein, c'est la pensée libertarienne, mais que l'État cesse d'avoir ce rôle de pompe aspirante à argent et de pompe redistributive, qui est un véritable système de corruption généralisée qui maintient les élites au pouvoir. Et d'autant plus que on a eu le national-socialisme, aujourd'hui on a le xénosocialisme. Donc il y a vraiment déjà que l'État social ventripotent est en soi une aberration, mais aujourd'hui c'est une double aberration, parce que c'est vraiment un transfert de fonds des autochtones vers les populations immigrées, quoi. Et ça... Il y a ça, et il y a aussi le fait qu'on achète des clientèles. On achète des clientèles. Quand l'État taxe 34 milliards plus fait des abattements fiscaux sur les dons des associations, c'est une manière, sachant que par exemple ces dons sont décidés dans des commissions municipales et tout ça, c'est une manière insinueuse de corrompre la population et de corrompre des clientèles. Et elle le fait aussi avec les populations halogènes. D'ailleurs, de toute façon, la gauche ne fait que ça depuis 20 ans, hein, c'est l'islamo-gauchisme. Mais ça va bien au-delà de l'islamo-gauchisme. Bien au-delà. C'est un achat de clientèle. C'est 1000 milliards. Moi, j'avais fait une vidéo sur les raisons de la colère des Gilets jaunes au début du mouvement, sans forcer. C'est-à-dire vraiment, sans aller chercher la polémique, sans aller chercher la petite bête, sans aller chercher le complotiste. J'avais trouvé 200 milliards que l'État nous pompe et qu'on ne lui a rien demandé. On s'en fout. Vous vous rendez compte, 200 milliards si on devait redistribuer à chaque habitant actif de ce pays la somme colossale que ça représenterait, quoi. Alors, pour ma part, je verrais les choses autrement. À titre personnel, moi je suis plutôt attaché aux politiques distributives. Cependant, je te rejoins tout à fait sur un point, c'est que d'une part c'est excessif, et d'autre part, là j'ai sous les yeux 2 chiffres intéressants. Donc, avec tout ce système social que nous avons en France, merveilleux système, hein, de moins en moins merveilleux, hein, je suis désolé. Mais... Le taux de pauvreté s'élève à environ 13,9% des ménages. D'accord ? 13,9% de pauvreté, 14%. Et aux États-Unis, où il n'y a pas tout ça, où il n'y a rien de tout ça, hein, tu bosses, tu gagnes, tu bosses pas, tu gagnes rien, et si tu restes sur le coin de la route, tu peux crever la gueule ouverte, le taux de pauvreté est d'environ 14%. C'est-à-dire qu'on a, grosso modo, le même taux de pauvreté qu'aux États-Unis, où ils n'ont pas tout système social. Tout ça ne sert à rien, et en plus... Ça dégoûte les gens, quoi. Oui, ça dégoûte les gens de travailler, ça dégoûte les gens de faire des efforts,
ce système socialiste est complètement catastrophique. Alors, tu parles des services publics auxquels nous sommes attachés. Oui, il y a toute une partie de cet argent qui nous est taxé qui sert à alimenter des services publics. Alors, il y a ceux dont on va même pas discuter, qui est la police, l'armée, la justice. Après, le grand service public à la française a vécu. C'est-à-dire que on nous démantèle notre service public au fur et à mesure, mais notre niveau de taxation ne change jamais. Oui. Parce qu'en fait, la taxation qui sert à ce que j'appelle la corruption généralisée, elle augmente. Oui, c'est-à-dire que d'un point de vue, si tu considères que tu es un client et que l'État est un prestataire de service, c'est effectivement un prestataire de service qui d'année en année te coûte de plus en plus cher pour un service de plus en plus dégradé. Ah bah ouais. Non, c'est vrai, et on parle... Qui arrive, le service public. Non, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. On peut en plus rajouter que, indépendamment de l'économique, il y a aussi que l'État rentre dans nos cerveaux, dans nos comportements, en fait, aussi. On l'a déjà dit, tu sais, à l'émission qu'on avait fait, tous les deux, mais normalement, l'État, dans un monde traditionnel, tu sais, c'est le clergé où il y a un mythe, il y a une autorité spirituelle qui porte une vision du monde commune. Aujourd'hui, il y a plus de clergé et du coup. Si, il y a un clergé. Non, il y a bien sûr. Pathologique. Exactement. Non, C'est mais. un clergé pathologique avec les valeurs de la République. Voilà, et l'État rentre dans les foyers presque, tu sais, sur les histoires de GPA ou de mariage pour tous, tout ça. Normalement, c'est pas le rôle de l'État de s'occuper de sociétal. Il gère les affaires courantes et l'ordre, mais même l'instruction, la justice, quoi. Mais même l'instruction n'est pas le rôle de l'État. Tout à fait. Oui, voilà, ouais. C'est pour ça que je dis ça. Il rentre dans nos cerveaux aussi. Il nous prend dans le porte-monnaie, mais il nous rentre dans le cerveau, quoi. Bien sûr. Et puis il faut comprendre aussi que cet état social, il a été quand même forgé à la fin de la modernité, et le but c'était un but dirigé vers la volonté de puissance en fait. Donc le service public de l'éducation, de la santé, tout ça c'était justifié par une volonté de produire un peuple fort, éduqué, puissant, apte à écraser les concurrents occidentaux. Mais l'Occident depuis 1945 est entré dans une phase d'apathie. Donc il n'y a plus aucune concurrence entre les nations occidentales. C'est ça qui avait fait l'Europe de l'Ouest, parce que je crois pas que les autres nations occidentales, je pense pas que l'Australie ou les États-Unis soient dans cette logique. Je pense Nous, on est vraiment dans une logique de mort, quoi. Disons que les États-Unis, c'est un petit peu pour la vieille Europe ce qui était Rome pour la Grèce antique, quoi. Donc effectivement, les États-Unis ont repris le flambeau de l'Europe. Et du coup, ils ont encore un petit peu plus de vitalité que nous, qu'il leur reste. Mais globalement, comme le disait Martial, tu vois, il y a pas beaucoup de différence. Peu importe les modèles que tu prends, l'état général des sociétés, qu'ils soient en Europe occidentale ou en Occident ou aux États-Unis, il est globalement le même. Et le degré de dégénérescence, il est sensiblement le même, quoi. Donc de décadence. Décadence, j'y tiens. Donc on est vraiment dans l'état social a perdu toute sa raison d'être, et c'est devenu un état de rentier qui n'a plus... Et non seulement il a perdu toute sa raison d'être, mais en plus il suce l'énergie, le peu d'énergie vitale qui reste, quoi. C'est ça, c'est un état zombie. Aujourd'hui, si vous êtes motivé, putain, mais vous voyez la somme de réglementation, la somme d'impôts, la somme de problèmes, la somme de tout ce que vous avez à payer pour financer toute cette chiasse. Mais en fait, vous restez chez vous, puis vous faites rien, quoi. Puis vous touchez le RSA, ou vous vous trouvez un boulot de salarié tranquille, et puis vous voulez surtout plus jamais avoir l'esprit entrepreneurial ou quoi que ce soit, quoi. C'est décourageant. Ouais. De toute façon, tu crées une entreprise. Un jour X, un des premiers contacts que tu vas avoir avec l'État, c'est 2 à 3 mois plus tard, l'URSSAF qui va te dire « Bonjour, vous nous devez 900 €. Vous n'avez rien produit, hein. Vous n'avez rien vendu, vous venez à peine de vous créer. Nous estimons que vous nous devez environ 900 €. » Enfin, en tout cas, c'est... Déposer une adresse et un nom au registre de commerce et des sociétés, je crois que c'est déjà genre 150 balles, tu vois. C'est ça, voilà. Ouais. Donc le self-made man ici, c'est pas possible, quoi. Je voulais, parce que Pierre-Yves en avait parlé tout à l'heure, revenir sur le rôle du Parlement européen. Alors il y a 2 publicistes ici, hein, il y a deux juristes en droit public, il y a Pierre et moi.
Et alors, je ne sais pas pour toi, Pierre. Moi, j'ai fait spécifiquement un Master 2 de droit public européen. C'est-à-dire que même en ayant écrit un mémoire dessus, spécifiquement sur les institutions et les rapports de pouvoir et sur les institutions, et même en l'ayant étudié d'un œil averti, je ne suis même pas certain de savoir comment ça marche. C'est clair ? Ça me paraît assez clair, hein. Non. C'est de la folie de complexité. Oui, mais je pense qu'il faut l'aborder comme tous les problèmes complexes avec un regard simple. En gros, c'est très simple. L'Union européenne, Ah oui, c'est ni une fédération ni une confédération. C'est en gros parce qu'en fait le mécanisme, pour comprendre comment est impulsé l'idéologie de l'Union européenne, ça vient des c'est ça États. qui compte. Ça vient des États malgré tout, puisque ça vient de la Commission, et la Commission Exactement. est composée des représentants des gouvernements des différents États. Donc, L'émanation du Conseil de l'Europe. Ah non, Attends, le Conseil de l'Europe, c'est une autre institution. alors, vas-y termine et après je vais D'accord, faire ouais. tout mon petit laïus sur le Parlement européen pour expliquer à peu près Parce que c'est vrai comment que ça se passe. Et effectivement, Effectivement. Mais Vas-y. ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a beaucoup du discours souverainiste qui tombe, si on comprend bien, c'est cette logique. C'est-à-dire que la commission, c'est pas quelque chose... Effectivement, c'est une commission non élue au niveau européen. Enfin, c'est un exécutif non élu et qui est pas susceptible d'être renversé. Mais c'est un exécutif qui impulse la politique de l'Union européenne, qui est malgré tout la représentation de la couleur politique de l'ensemble des États de l'Union européenne. Donc, si tous les États de l'Union européenne basculaient vers le populisme et avaient des Salvini à leur tête, l'Union européenne deviendrait une Union européenne populiste. Et du coup, les désagréments que présentent actuellement les institutions de l'Union européenne deviendraient des avantages, puisque la Commission serait, pour le coup, absolument toute puissante pour établir une politique populiste. Mais là, on va partir dans des calculs savants, où en fait, il faudrait que des Salvini, qui aient tous le même intérêt, parce qu'en fait, même si vous êtes un Salvini, justement, vous allez être dans la défense de votre propre intérêt général, de votre propre peuple, et en fait, tous les États sont un Salvini n'a pas, par exemple, les mêmes intérêts que un Orban. Oui, et en plus, il y a quelque chose de vicié qui est effectivement que à la fondation de l'Union européenne, c'était pas une institution neutre et que les traités ont en eux-mêmes une orientation idéologique initiale, qui fait que même la Commission européenne a une marge de manœuvre relativement réduite vis-à-vis des inflexions. Il y a des dogmes auxquels on ne touche pas. Exactement. La libre circulation, les 3% de déficit. D'où ça sort, les 3% de déficit? C'était un super prof que j'avais, Monsieur Prévost, avec qui j'ai fait mon mémoire, qui disait, mais d'où ça sort ces 3%? Tout le monde avait essayé de répondre à la question. Ne cherchez pas d'où ça sort, c'est un dogme. C'est le serpent monétaire, ils appelaient ça en plus. Je sais pas si vous vous rappelez. Oh là, bah. Ouais. Mais par contre, Alors le Parlement la européen, pour savoir pourquoi on vote. Hein. ouais, vas-y. Depuis la création des communautés européennes, il y a un débat qui agite à peu près toute la sphère politique, c'est de combler le déficit démocratique de l'Union européenne. Donc dès le départ, tout le monde est au courant et tout le monde fait semblant de s'agiter pour combler ce déficit démocratique. Bon, à la base, je m'en fous, je suis pas pro-démocrate, donc je n'ai strictement rien à branler, mais on nous fait croire que c'est démocratique alors que ça ne l'est pas. Même Strauss-Kahn, qui n'est pas un anti-européen rabique, avait trouvé que l'Europe manquait de démocratie. Exactement, et Emmanuel Todd parle, dans le cadre de l'Union européenne, d'un parlement Potemkin, c'est-à-dire un vernis démocratique qu'on a rajouté là, pour faire genre, sachant que même à l'échelle nationale, particulièrement dans les institutions de la 5e République, déjà le Parlement c'est de la merde, ça ne sert à rien, c'est déjà des bullshit jobs, mais alors à l'échelle européenne on est dans du bullshit job tangente sur l'infini. Vas-y Pierre-Yves. Ouais, c'est pour dire, pour appuyer ce que tu dis, c'est que de toute façon à la base c'était la communauté du charbon et de l'acier, et c'est la communauté économique européenne. Donc déjà c'est pas communauté politique européenne, déjà c'est un projet à la base d'économistes et d'industriels quoi. Exactement, c'est un fantasme. C'est un fantasme qui sera un peu le pendant du fantasme communique, mais qui est quand même dans un fantasme de planification pseudo-libérale. Enfin bon, c'est très difficile à définir. En tout cas,
ce qui est sûr, c'est que le processus décisionnel à l'intérieur de l'Union européenne est ultra complexe. Et quand je dis ultra complexe, c'est-à-dire que vous pouvez vous pencher dessus pendant des mois sans forcément y comprendre quelque chose, parce que moi j'ai fait l'effort dans ma vie de me farcir des bouquins de 600 pages. Alors il faut savoir que c'est la Commission qui a le monopole de l'initiative des textes européens. Commission qui déjà agit dans un certain cadre dont elle ne peut pas trop bouger. Les parlementaires n'ont donc pas le pouvoir d'orienter la politique de l'Union européenne, mais le Parlement peut demander à la Commission de soumettre une proposition. En fait, la Commission, ça fonctionne un peu comme la reine d'Angleterre, si vous voulez. On peut lui demander des trucs. On peut même faire une pétition d'1 million de personnes et la Commission accepte de se pencher sur la question et de donner une réponse. Déjà. Ah, puis ils ont des statuts incroyables. Ils ont des statuts juridiques non, incroyables, les gars de la Commission. Ils peuvent pas être poursuivis et tout. Ils font ce qu'ils veulent, les gars. Chaque institution. Ah mais non mais c'est complètement dingue. Alors je l'ai dit, le processus décisionnel est tellement complexe que même moi qui l'ai étudié en profondeur, je l'oublie la plupart du temps. Mais en plus, il y a la théorie du processus décisionnel, mais il y a la pratique du processus décisionnel à l'intérieur des institutions. Alors là, on part dans l'exponentiel au carré et finalement, l'Union européenne est une dictature de l'ennui et une dictature de la complexité. Ce qui est important dans l'Union européenne, c'est la Commission. La Commission, c'est un commissaire par État membre qui va former le collège. Cette commission va avoir un président. Actuellement, ce président, c'est Juncker. Juncker qui est un alcoolique notoire. Alors attention, moi je suis pas un puritain. Moi je suis pas pour que les gens picolent pas et s'éclatent pas. Il y a aucun souci. On parle pas d'un bon vivant ou d'un homme qui aime faire la fête avec ses potes. On parle de quelqu'un qui est défoncé au Sky à 11h du mat'. C'est quand même ultra violent. Et le Parlement a notamment ce pouvoir qui peut approuver le candidat proposé à la présidence de la Commission, candidat qui a déjà été pré-proposé par les chefs d'État réunis au sein du Conseil européen. C'est pour ça que je dis que le Conseil européen n'est pas non plus sans influence sur la Commission. Alors, la Russie peut donner son avis aussi ? Parce qu'elle est dans le Conseil de l'Europe ? Non, mais le Conseil de l'Europe est une autre institution européenne qui est une institution de coopération internationale. Ah, le Conseil européen, c'est autre chose. Le Conseil européen, c'est absolument autre chose. D'accord. Ça fait partie. Autant pour moi. La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas la CEDH. N'est pas la CEDH. Ouais, tout à fait. Donc la CEDH, moi j'ai rien à dire puisque c'est de la coopération internationale. Moi je suis pour la coopération internationale. La CGE, c'est de l'intégration. Bon, ça après c'est encore une échelle de complexité. Et donc c'est une structure soviétique sur laquelle il est très difficile d'agir. Et alors j'avais une petite anecdote à vous raconter. C'est quand on parle du pouvoir du Parlement européen, parce que tout le monde dit le Parlement européen ça sert à rien, et les journalistes sortent toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'ils disent non, le Parlement européen, attention, il a du pouvoir et il a déjà eu une influence politique notable. Et l'exemple qu'on sort tout le temps, c'est un truc qui s'est passé en 2004. Attention. Donc, il y a 15 ans. Ouais, c'est ça, il y a 15 ans. Alors, c'était au moment où il fallait élire le président de la commission. À l'époque, c'était Barroso. Et à l'intérieur de cette équipe de Barroso, attention, il y avait un homme politique italien qui avait tenu des propos homophobes et qui avait tenu des propos pro-famille. Alors je vous donne les propos homophobes qu'a tenu cet homme politique italien. Il a dit je considère l'homosexualité comme un péché en tant que chrétien, mais en tant que député européen, je ne ferai rien pour la combattre. Ah, il nous a fait une belle amie. Ouais. C'est terrible. Voilà. Comment peut-on tolérer de tels propos ? Et alors, il a tenu d'autres propos sur la famille. Ouvrez les guillemets. La famille existe pour permettre aux femmes d'avoir des enfants et d'être protégées par un homme qui prenne soin d'elles. Fermez les guillemets. Alors là, je peux vous dire que le sang des parlementaires européens n'a fait qu'un tour, et ils ont menacé de dissoudre la liste de Barroso, et donc Barroso a dû virer ce politique italien de sa liste pour finalement se faire élire à la présidence de la commission. N'est-ce pas magnifique ? On est dans l'ordre du sketch. Vous avez vu, vous savez, Salvini,
il a dédié son gouvernement à la Sainte Vierge et le pape a directement tweeté et protesté. Tout est inversé à notre époque, quoi. Not in my name. Je t'ai dit ça, la Sainte Vierge, le pape. Qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es fou. Ouais, là, qu'est-ce qu'il avait pas dit, quoi. Attention, quoi. J'ai une question pour nos juristes. Ouais, on n'est pas sûr d'y répondre parce que je te dis, le droit européen, j'ai pas remis le nez dedans parce que moi, je suis en plutôt fait, dans... c'est une question, à la limite, de philosophie du droit, presque. Cette effroyable complexité qui rend donc toute politique européenne forcément floue et en tout cas inappréciable par les lecteurs. Et tout impact sur elle inutile, quoi. Voilà. Enfin, c'est tellement... C'est la tour de Babel, quoi. Je veux dire, on est écrasé par ce truc, quoi. Est-ce que, du point de vue du législateur, il aurait été possible de faire autrement? En d'autres termes, je reformule ma question, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est de l'incompétence ou est-ce que c'est de l'enfumage? Ah non, ça, on peut pas dire que ce soit de la compétence, c'est l'ultra-compétence, au contraire. D'accord. C'est... Quelque part, c'est génial. C'est génial dans le mal, mais c'est génial. L'Union européenne, et je parle surtout du côté de la CJE, de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est le droit le plus complexe et le plus... Si tu veux, c'est le droit le plus complexe du monde, si tu veux. Si tu veux, pour un juriste, lire un arrêt de la CJE, c'est presque une jouissance, quoi. Mais au final, c'est quelque chose qui étouffe complètement nos individualités, notre pouvoir sur le monde. Enfin, c'est quelque chose de totalement... Si tu veux, l'Empire romain étaient des joueurs à côté. Ils avaient des routes et un consul, mais l'influence de l'Union européenne, enfin, l'Empire romain, c'est les enfants de 4 ans. Et Martial, tiens, je vais faire mon Asselineau, je vais faire un proverbe chinois. Il y a un proverbe chinois qui dit que à chaque nouvelle loi, il y a 2 nouveaux délits. Et donc, ça explique la complexification de la société. En fait, c'est exponentiel. Tu vois, la complexification exponentielle c'est aussi un mouvement méta-historique. C'est que notre société, en général, devient de plus en plus complexe. Et donc, les modes de gouvernance sont de plus en plus complexes. Mais pour moi, c'est presque des mouvements autonomes. Je sais pas si tu... Oui, ça veut dire qu'à un moment, le truc fonctionne tout seul, tout le monde s'y est désintéressé, personne n'y comprend plus rien. Non, mais tu vois, tu vas faire une norme, et puis après, il y aura la norme prime, parce que cette norme impliquera une nouvelle norme, c'est exponentiel, en fait. Et la norme pour expliquer le mot de telle norme, et le mot de telle norme, et je sais, moi j'ai navigué à l'intérieur des directives européennes et des réglementations qui expliquent tel mot, C'est-à-dire qu'à la fin, pour aller ramasser des pots de bananes avec un camion, vous retrouvez à lire 6000 pages de réglementation, mais c'est pas des conneries. Et toutes les sociétés en voie d'effondrement sont ultra complexes, quoi. Une complexification du droit, exactement. Quand on crée une nouvelle société, vous avez les 10 commandements. C'est des lois que tout le monde connaît et il n'y a pas besoin d'interprétation. Et c'est la sagesse qui va régler les cas exceptionnels. Et dans une société totalement décadente, il y a une complexification du droit qui fait que plus personne n'y comprend rien. La parole des hommes ne vaut plus rien. Et en fait on va jouer avec le droit de manière malicieuse et il y a plus de droit en fait. Et encore les 10 commandements, c'est quand la société devient un petit peu nombreuse, hein, parce que avant, quand elle était tribale, ne te conduis pas comme un trou du cul, c'est déjà un commandement. Ça suffit. C'est à l'oral, c'est la coutume orale. Ne sois pas un gros fils. C'est la coutume. Ça suffit largement. Ouais, voilà. Mais on en avait parlé un petit peu dans la dernière émission qu'on avait faite, mais il y a aussi le fait que le Parlement fixe qui est présent toute l'année, c'est une aberration, quoi. Parce que tu mets des crétins en cravate ensemble dans un Parlement, allez, on va dire 8 heures par jour. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent, et donc ils essayent de pondre des lois, et donc t'as une incitation naturelle à produire de la norme, mais complètement aberrante. Et il suffit de voir. Alors attention. Ouais. Vas-y, je te laisse terminer. Et on le voit là avec la majorité macroniste, pour exister médiatiquement, mais d'ailleurs c'est pas que eux, c'est pour exister médiatiquement, un parti a tout intérêt à proposer des projets, à faire des amendements, parce que ça leur donne du temps de parole, ils peuvent aller après en parler sur les plateaux télé, donc t'as une incitation permanente à produire de la norme, alors que la société n'en a pas besoin. Un juge équilibré équilibré mentalement, il peut trancher n'importe quel cas, avec un nombre équité, de avec une loi simple, sûr, avec un nombre de lois très limité. Mais là, c'est encore plus vicieux.
C'est-à-dire qu'en fait, le Parlement européen a volé le travail des parlementaires nationaux. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des parlementaires nationaux qui sont là pour, comment on dit, ils vont transposer les directives et ils vont appliquer les règlements et les transposer dans le droit national. Mais du coup, comme l'Union européenne s'est arrogé la part du lion, la part léonine, on se retrouve avec des députés qui sont totalement dans du bullshit job total et qui, pour exister, vont créer des lois encore plus à la con. Enfin, c'est un cercle totalement vicieux. C'est-à-dire que le fait d'avoir un parlement factice, un parlement national factice, va créer encore plus de lois qui font chier, encore plus de taxes qui font chier, parce qu'il faut bien les occuper, tous ces connards. Oui. Et tout ça, en fait, c'est parce que c'est l'économique qui dirige, en fait. C'est ce que les gens ne veulent pas se dire à eux-mêmes, en fait. Est-ce que les politiques, s'il y a un complot, c'est ça qui nous disent pas, en fait. C'est qu'ils bossent pour la banque avec un grand B, et tout ça, c'est de la façade, en fait. Enfin, moi, c'est mon avis. Il n'y a pas que la banque. Tu sais, quand on nous emmerde avec une nouvelle taxe pour la création Internet ou le truc, c'est... Non, En fait, les mecs, quand je dis chaque la fois banque, qu'ils c'est existent, les ils gros font intérêts, quoi. Les gros intérêts privés. C'est eux qui sont derrière la Commission européenne, tout ça. Et les hommes politiques ou même Macron. Privés, mais derrière nos parlementaires, il y a des enculés qui enculaillent les mouches et qui nous font chier. Et puis t'as un brouhaha qui est aussi créé par les secondes religiosités de fin de civilisation, quoi, toutes les législations sur l'éthique verte, etc., le droit des femmes. L'écologie, c'est la nouvelle religion moderne. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais dans le résultat des élections européennes, là, l'écologie, c'est assez intéressant parce que je trouve que c'est vraiment le marqueur du vote apolitique absolu. C'est-à-dire, quelqu'un qui vote écolo, enfin, pas quelqu'un qui est écologiste, hein, mais pas quelqu'un qui a une réflexion écologiste authentique, mais quelqu'un qui vote écolo aujourd'hui, c'est en fait les 13% qui ont voté écolo, tu peux considérer qu'il y a 13% de la population, au moins, qui est mais complètement dépolitisé, quoi. Et donc c'est le vote refuge. Europe Écologie, c'est 3 055 000 voix, 13 sièges au Parlement européen, 13% des suffrages exprimés. On a ensuite Envie d'Europe écologique et sociale, je sais même plus qui c'est, je sais même plus, qui a fait 1 403 000 voix, qui a obtenu 6 sièges, 6,19% des suffrages exprimés. Et après, il y a encore d'autres partis écologiques. Il y a le parti animaliste, 490 000 voix. Urgence écologie, 412 000 voix. Ouais. Alors, l'écologie, c'est la gauchiasserie à l'état pathologique, à mon avis. Je pense que Pierre a raison, oui. C'est ce que tu peux voter en te disant que ça va fâcher personne. Tu te donnes bonne conscience pour pas cher, quoi. Voilà. Virtue signaling. Voilà. Et alors, Marcel connaît bien. J'ai une petite anecdote, justement, puisqu'on parle d'écologie, pour faire la différence entre l'écologie de salon et l'écologie sérieuse. Moi, j'appelle ça l'écologie des urbains. Voilà. Et l'écologie des gens enracinés. Dans l'écologie sérieuse, il y a par exemple tout ce qui est pratique agricole, études d'alternatives agronomiques, etc. Parce que effectivement, il faut savoir comment on va nourrir la population sans bousiller les sols. Et il se trouve qu'il y a un mois environ a eu lieu à Montpellier un congrès mondial d'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est l'étude de certaines pratiques agricoles qui permettent d'optimiser la production de champs sans forcément impliquer d'intrants chimiques, notamment en jouant sur l'association d'arbres et de cultures, que ce soit pour avoir de l'ombre de façon à réduire l'impact des sécheresses, ou de la production de bois, ou de la production fruitière, ou encore les interactions racinaires, donc qui vont modifier l'équilibre chimique du champ. Bref, c'est un sujet quand même assez passionnant, qui en plus donne des résultats extrêmement intéressants, et sur lequel, en plus, la France est pionnière. Donc on a de très bonnes équipes qui étudient ça. Ce congrès mondial a lieu une fois tous les 5 ans, à chaque fois dans un continent différent, donc c'est-à-dire qu'on ne le reverra pas en Europe avant 25 ans, et c'est une vraie grosse collaboration scientifique internationale. Eh bien, figurez-vous que ce congrès, qui était placé sous le haut patronage d'Emmanuel Macron, devait à l'origine recevoir la visite du président. Il faut dire qu'il y avait 2 ministres étrangers
qui était là. Il faut dire également que le précédent, il y a 5 ans, en Inde, le président était venu. Donc normalement Macron pouvait pas faire moins, et ben les organisateurs, que je connais bien, donc c'est pour ça que j'ai lu l'info, les organisateurs, à 4 jours de l'événement, ont appris que campagne européenne oblige, notre président leur faisait savoir que l'agroécologie et l'agroforesterie, il en avait rien à branler, il avait des meetings, que le ministre de l'Agriculture non plus, de l'écologie non plus. Du coup, il n'y a pas eu de représentants nationaux pour recevoir 2 ministres étrangers venus pour ça. Alors déjà, au niveau diplomatique, ça fout les glandes. Et puis, surtout, ça en dit beaucoup quant aux considérations sur l'écologie. C'est-à-dire que là, on a affaire à un truc, c'est pas joli. C'est pas des petits oiseaux et des petites fleurs. C'est pas du spectacle, ouais. Voilà. C'est le vrai, quoi. C'est ça. On parle de dur. On parle de pratiques agricoles. On parle de gestion des paysages et des environnements. Donc ouais, c'est pas sexy. Mais c'est ça la vraie écologie sérieuse. Et donc voilà, quand il n'y a pas de spectacle, on n'en a rien à branler. Quand il s'agit de dire Make the Planet Great Again, voilà. Ouais, et puis il y a aussi un truc, il y a pas de souci, quoi. Il y a aussi un truc, moi, que je trouve bien violent avec les écologistes, c'est que au final, ils s'occupent que des espèces végétales et animales. Mais anthropologiquement, par contre, c'est avortement, métissage, promotion de toutes les déviances sociétale, en fait. Donc il y a rien de plus anti-vitaliste et d'anti-écologique, parce que l'être humain fait partie de l'écologie. Donc si nous on fait n'importe quoi, ça sert à rien de sauver les carottes, quoi. Bah il y a deux et phénomènes. C'est arrêter de manger de la viande pour continuer à vivre comme des trous de balles, quoi. Ouais, voilà. Plus longtemps. Mais il y a deux phénomènes à mettre en relation. C'est vraiment le rapport entre le traitement médiatique, entre le grand réchauffement et le grand remplacement, quoi. Il y a un phénomène, d'une part, dont on perçoit relativement peu les effets concrètement, quotidiennement. Je suis pas un anti-réchauffiste ou quoi que ce soit, mais bon, je suis sceptique, c'est-à-dire que bon, on me dit que la température augmente, que l'écosystème est bouleversé. Ok, je veux bien admettre tout ce qu'on veut, mais malgré tout, c'est des données de seconde main. C'est-à-dire qu'on n'a pas une expérience immédiate du réchauffement. Et tout le monde est persuadé, enfin, la majorité de l'opinion, et c'est devenu un dogme, quoi, est persuadé qu'il y a un réchauffement, il le voit, il y a Greta Thunberg qui voit le CO2 dans l'atmosphère, c'est devenu une réalité palpable. Elle a 11 ans. Elle voit le CO2. Elle entend des voix. Non, mais c'est Jeanne d'Arc. Non, c'est fabuleux. C'est la nouvelle Jeanne d'Arc. C'est fabuleux. Mais alors, du coup, on a ce phénomène qui est impalpable, mais qui est devenu. Faut qu'un bourguignon la crame. Donc voilà, il y a du boulot, là. Il y a du boulot. Les vapeurs qui ressortiraient, putain. Mais par contre, le grand emplacement qui pour le coup est un phénomène, mais c'est impossible d'en parler tellement c'est absolument évident, quoi, de voir des démographes, des sociologues passer des études entières comme Tribala, etc. pour essayer de te prouver que ça existe, alors que tu te pointes dans n'importe quelle ligne de métro, dans n'importe quel centre-ville, ça te frappe immédiatement. Et ben ce phénomène-là, lui, il est nié. C'est-à-dire qu'on est vraiment entré dans un monde où le réel n'a plus aucune prise sur la conscience des gens. Ils arrivent à se reconfigurer. Ben justement, est-ce qu'on se ferait pas une petite digression sur la ligne claire? C'est le moment. Alors, de toute façon, des digressions, c'est ce qu'on fait depuis le début, donc... Ouais, non, mais j'essaye parce que je me suis mis... Moi, j'aime bien, c'est bien. Je me suis mis un storyboard, si tu veux, et dès que j'entends une idée qui pourrait coller à mon truc... Allez. Alors, la ligne claire, c'est la ligne de Renaud Camus, et c'est une ligne qui a été axée sur le grand remplacement. Alors, évidemment, c'est pas une ligne qui avait pour but de faire énormément d'électeurs, c'était ce que j'appelle une ligne un petit peu kamikaze, c'est-à-dire qui profitait de l'événement des élections européennes pour faire immersion sur l'opinion publique et parler spécifiquement du grand remplacement. Alors il s'est passé des choses absolument extraordinaires avec cette liste qui, à mon avis, relève de la pathologie de la droite, quoi. On est vraiment dans la pathologie de la droite. C'est-à-dire que déjà c'est une ligne qui avait vocation à faire presque aucune voix. D'ailleurs elle a fait 1500 voix. 1500 1500 voix, et on a des responsables de liste
qu'on réfléchit comme s'ils étaient les spin doctors d'Hillary Clinton, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par virer leur numéro 2 de liste, Solveig Mineo, parce qu'elle avait eu des tweets anti-cato, je sais pas quoi, et du coup ça allait froisser une partie de l'électorat de la liste. Non, une partie de la liste, parce que l'électorat, il n'y a pas de réflexion sur l'électorat. Une partie de la liste, ou j'en sais rien, mais enfin bon, c'est vraiment de la grosse merde. Du coup, ils l'ont viré en urgence, et ils l'ont remplacé par la petite Fiorina, qui est une fille qui s'est fait éborgner au cours d'une manifestation gilet jaune, et qui... mais qui est aussi bouddhiste, malheureusement. Oui, qui est bouddhiste, c'est-à-dire qu'on l'a vu prier sur une plage devant une immense swastika. Ah oui, et les gens pensaient que c'était une croix gammée, c'est ça? Et de gens vraiment mal intentionnés ont pensé que c'était une croix gammée, mais enfin, très honnêtement, c'est un truc de jeunes punk, quoi. Les punks faisaient exactement pareil. Ils se mettaient des croix gammées sur le bras pour lui retirer sa dimension subversive. Et donc, Renaud Camus a fini par s'éjecter de sa propre liste, et donc le gars qui tenait la liste était attention, comment il s'appelle? Karimouchik. Donc la liste grand remplacement avait en tête un remplaçant, Karimouchik, qui est un chrétien d'Orient. Alors moi, les chrétiens d'Orient, il y a que dans l'extrême droite que j'en entends parler. Ah ouais. C'est complètement dingue. On est dans la pure dinguerie. C'est complètement fou. Et finalement, la liste a fait 1500 voix, mais c'est bien révélateur de... Ouais, et tu sais, désolé de tout le temps revenir là-dessus, hein. Enfin, j'ai rien contre les homosexuels en particulier, mais un gars qui est homosexuel dans sa vie, qui défend le grand remplacement, on n'est pas dans ce que René Guénon, il appelait la grande parodie. Tu vois, et ça rejoint le truc. En fait, il fonde une liste, il s'en va, il fait une liste contre le grand remplacement, c'est un gars d'Orient. En fait, tout est n'importe quoi, en fait. Enfin, si on regarde de haut, quoi. Enfin, c'est un sketch, je vais prendre la défense de Renaud Camus. Moi aussi, je comptais prendre sa défense, parce que d'abord, c'est un homme qui arrive au crépuscule de sa vie. Je ne sais pas quel âge il a, mais enfin, il est au crépuscule de sa vie. Et, on va pas être d'accord. Plutôt que de végéter dans son manoir, entouré de ses petits gitons, il a décidé de lâcher la rampe. Non, mais oui, mais il faut que ça soit, ce genre de projet, il faut que ça soit porté par des gens sérieux. Non, franchement, Renaud Camus, il a écrit des dégueulasseries. En fait, on dit que c'est un grand écrivain. Il a écrit autour de son trou du cul. Voilà ce qu'il a écrit, Renaud Camus. Ça restera dans les poubelles de l'histoire. Franchement, les gars, Renaud Camus, c'est nul. Enfin, je veux dire, on a une super bonne littérature en France. Je suis pas forcément fan. Ah non. Il a écrit un journal qui est... Mais non, mais c'est des tweets et tout. Des journaux, je m'en bats les couilles. Mais... Enfin, moi, perso... C'est pas sa qualité d'homosexuel qui va le disqualifier tout de suite, quoi. S'il parle de grand remplacement. S'il parle c'est pas cette approche. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'il va déremplacer, lui, du coup? Mais il va rien déremplacer. Bon, bah voilà. Mais non, mais il faut donner l'exemple. Le chef de n'importe quelle chose. De voir, sa civilisation disparaître devant ses yeux, la civilisation qui... Bah oui, mais il en est partie prenante aussi. Il en est partie prenante. Moi, à la base, ça me semblait marrant, mais du coup, il a pas saisi l'aspect kamikaze de sa liste, quoi. C'est-à-dire que il fallait y aller, à l'âge m'en bats les couilles. Et lui, il a commencé à avoir des pudeurs de jeune fille en insérant dans sa liste des trucs où on sentait que bon, c'était quand même du marchandage politique sur Israël et tout, on s'en bat les couilles. Et en fait, il a pas voulu assumer jusqu'au bout, et c'est dommage. En fait, pour ceux qui ont suivi le truc en temps réel, c'était fabuleux, quoi. Il y a eu 2 ou 3 jours où c'était à se tordre de rire. T'as eu d'abord le message de Froc en live, puis tu as eu la surenchère faite sur son désistement, puis son auto-éjection de la liste. Et puis ça a fini avec des selfies de Renaud Camus qui se prenaient en photo en train d'arracher sa propre tête. Ah non, d'arracher la tête de Fiorina sur la liste. La tête de Fiorina. Sur la seule affiche qui a dû être posée en France, c'est-à-dire dans le village de Plieux où il habite, quoi. Donc Non, mais elle a 21 ans, cette pauvre jeune fille. Non, mais vous vous rendez compte, c'est vraiment... Ouais, mais c'est c'est un mauvais scénario de théâtre de boulevard, tu vois. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Mais par contre, Renaud Camus, comme Ralph, moi, j'aime bien le personnage. C'est-à-dire que dans un monde de vulgarité et de bruit, de mouvement permanent,
c'est quelqu'un qui est distingué, qui a une sensibilité. Il y a beaucoup de réflexions sur le bruit, sur ce genre de choses qui sont pas des choses très politiques. Et moi, ça me parle énormément. Et il y avait quelque chose de métapolitique dans sa liste sur la laideur des villes, et il a un côté dandy. Exactement. Et moi, j'adore le dandisme façon 19e siècle. Ouais. C'est quelque chose que je trouve sublime, c'est-à-dire se placer au-dessus de la masse par son élocution, par son vêtement. Alors ça peut sembler naze, mais en fait, moi j'ai une certaine tendresse pour le dandisme. Ben moi j'ai une tendresse pour le dandisme, mais lui pour moi c'est un guignol du coup. C'est un pseudo dandy quoi. Enfin moi c'est mon avis. Il a montré qu'il était il a eu une attitude guignolesque dans cette affaire. Ah bah il a montré que c'était pas un politique, mais c'est que lui-même ne se prend pas au sérieux. Politique. C'est-à-dire que ce qu'il prend au sérieux à mon avis, c'est son constat. Et ne voyant rien dans le paysage politique qui répondait à ses angoisses, il s'est lancé un petit peu la fleur au fusil, ce qui explique tout le reste. C'est-à-dire ce qui explique le grotesque de la composition de la liste et qui explique la débandade, parce qu'il n'était pas prêt psychologiquement à subir une campagne politique avec c'est toutes là les qu'on voit que crasses. c'est un gros boomer. Non mais c'est un boomer. C'est un gros boomer. Il a des pudeurs que n'auront pas la nouvelle génération. Ils s'en battent les couilles de ça. C'est-à-dire jeter le discrédit sur quelqu'un pour un tweet de 2014. Bon, c'est des trucs qui existeront plus dans la politique de demain, quoi. C'est fini, quoi. Sinon, on va avoir que des personnages complètement lisses sortis de nulle part. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et cette histoire de Fiorina, j'ai pas trouvé ça cool parce que c'est une jeune fille très sympa. Oui, elle est punk. En fait, elle est punk. Il devrait la soutenir, quoi. Parce que lui, il est punk aussi quelque part. Ah bah oui, non mais c'est-à-dire qu'on peut aimer le personnage et puis là, c'est-à-dire que quand tu prends une fonction qui n'est pas la tienne, lui en fait c'est quoi sa fonction? C'est plutôt la fonction sacerdotale, même si je vais faire sauter Pierre-Yves de sa chaise. Mais pourquoi pas? Mais en gros c'est ça. C'est pour ça que même le fait de lui reprocher de ne pas se reproduire lui-même, moi c'est pas. Non, je reproche pas. Ce que je reproche, c'est de pas se reproduire lui-même et de prôner de faire toute sa carrière. Moi franchement, je sais pas ce qu'il a produit en fait à part écrire sur sa vie personnelle. Renaud Camus, est-ce qu'on retient de lui? C'est le grand remplacement. Moi, tu vois, je l'ai compris. Non, mais d'accord, mais moi, le grand remplacement, le grand remplacement, moi, je l'ai compris à 3 ans en rentrant en maternelle. Donc, du coup, tu vois, et moi, pour moi, c'est quelqu'un qui, justement, qui mime la profondeur. Si tu grattes, il y a rien du tout. Et c'est aussi ça, moi, que je veux dire par rapport à Renaud Camus. Et je trouve, enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien les dandys, et j'aime bien les vieux. Un peu nul, qui, au crépuscule de leur vie, n'en ont plus rien à foutre. C'est un truc que j'adore. Eh ben, suis plutôt Lugan. Niveau dandy, ah non, élégant. J'aime beaucoup. Il y a rien à foutre, il est très élégant. Voilà. Oui, c'est vrai. Puis il en a plus rien à foutre. Du duel, déjà, ça c'est. Ouais, mais moi, il me semble plus sérieux. Hein. Quelqu'un comme Bernard Lugan me semble plus sérieux que du duel. Il y en a 4-5 là. Oui. Franchement, en mode Valtudo arme, plutôt que de rester dans les commentaires internet, mais putain. Bref. Je te vois venir. Mais oui, bon, pour ma part, Camus, j'en ai pas grand chose à foutre. Hein. J'avoue que je l'ai pas lu. Personne, non, moi je l'ai pas lu non plus. Hein, je trouve le personnage tantôt amusant, tantôt ripilant. Par contre, effectivement, il n'est pas le seul dans ce cas. Et sur ce plan-là, je rejoins Pierre-Yves. On en a eu, enfin, on en connaît plein. Des mecs qui à la fois sont très apeurés par le grand remplacement et en même temps qui disent qu'il faut pas faire de gosses. Alors là, c'est quand même. Non, il dit pas qu'il faut pas faire de gosses. Non, mais je pensais pas à lui spécifiquement, mais sur certains groupes masculins, tu vas avoir des mecs qui à la fois sont obsédés par le grand remplacement et à la fois te disent il faut pas se marier, il faut pas faire de gosses. Il faut pas se faire avoir par une femme, on va devoir payer 150 € de pension pour notre gosse. À un moment donné, mon grand, il faut décider ce que tu veux. Si tu veux pas faire d'enfant, ça veut dire que tu acceptes de te faire remplacer par ceux qui en font. Donc, bah oui, faut être logique. Moi, à la limite, quelqu'un qui est cohérent et qui me dit
On fait pas d'enfants, mais on se fait remplacer, ok, tu vois, t'es cohérent. Oui, parce que C'est vrai. Ouais, c'est ça que je dis. Ouais. C'est. Ouais, c'est mais l'histoire, c'est-à-dire de remplacement. Il faut quand même voir une chose, c'est que c'est certainement pas de la faute des gens qui continuent à faire des gosses. C'est de la faute de ceux qui n'en font pas assez. non, C'est la délocalisation de la natalité, le remplacement. moi je crois oui. pas. Je crois parce que en fait, ce qui Ralph, tu disais, il dit pas qu'il faut pas faire de gosses, mais en fait si, parce qu'en fait il a une analyse Oh. écologique qui considère que l'Occident, enfin l'Europe est déjà surpeuplée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui en termes absolus est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a un côté paradoxal Il parce a raison. qu'en même temps on se fait envahir. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les métropoles sont surpeuplées, c'est des Capharnaüm, c'est ignoble, et en même temps effectivement on se fait remplacer. Donc il est tout à fait possible de tenir la position selon laquelle on peut s'en tenir à notre taux de fécondité actuel, qui en fait est une tendance à la baisse. Mais ce qui empêche le grand remplacement, c'est tout simplement de construire une Europe forteresse. C'est de repousser à la mer tout ce qui entre. Et nous, de gérer En fait, notre population. faudrait avoir une logique japonaise, c'est-à-dire qu'ils sont à la Tout à fois en fait. décroissance et à la fois en forteresse. Et c'est clair que nous n'en sommes plus là. Enfin, je dis pas que c'est la logique qu'il faudrait avoir, mais je dis que c'est ce que lui prône. Et en fait, si tu prends tout son raisonnement dans mais sa moi, logique oui, idéaliste, d'accord, Ça Moins de se monde, tient, en effet, oui. Mais mieux, moins mais mieux. c'est ça. Qualité versus quantité. Mais moi, je suis totalement d'accord avec ça. Mais ouais, mais ça, de toute façon, c'est un problème là aussi hein, sur le constat. Moi, je suis assez d'accord. Mais là, on rejoint encore des grandes dynamiques. Est-ce que c'est vraiment la politique là qui rentre en jeu? Si tu regardes les enjeux démographiques sur les 50 prochaines années, là, je sais même pas si des lois pourront changer quelque chose. Là, on est sur des mouvements tellement gigantesques. Enfin bon. Bah, en fait, Mais là, On- en ce qui concerne le grand remplacement, moi, parce que j'ai fait une vidéo qui avait bien marché, qui s'appelait Grand Remplacement, et je m'étais un peu mouillé dans cette histoire. Moi, j'y crois pas au grand remplacement. Moi, si vous voulez, ce qui est en train d'arriver aux peuples occidentaux, aux peuples indo-européens, aux peuples blancs, c'est-à-dire qu'il y a plus la peste pour faire de la sélection génétique. Bah maintenant, il y a le gauchisme. Et les peu de personnes qui auront une pulsion de vie, le fameux vitalisme dont tient Martial, Non, mais eh bien, c'est elles vrai. vivront, et les autres mourront, et même si à la fin on se retrouve à 50 millions d'individus, c'est pas si grave. C'est pas Ah si non, mais grave. ça rejoint Aristote. Tu sais, c'est la vision catastrophiste, en fait. T'as des grands cataclysmes qui arrivent à intervalles réguliers, qui détruisent les civilisations, qui sont devenues trop grosses et surpeuplées, des grosses villes, et ça éparpille tout le monde. Et tu sais, la qualité, ça suppose la différenciation, et le petit nombre, d'ailleurs. Et puis à la fin, c'est la quantité, donc le grand nombre indifférencié, quoi, les masses, quoi. Puis ça explose. Voilà. Ça explose, et ainsi de suite, quoi. Le petit nombre qui survivra, le petit nombre qui a cette pulsion de vie, le petit nombre qui a cet amour de lui-même, il donnera naissance dans 3 siècles, 5 siècles, 1000 ans à une autre civilisation magnifique. Vous connaissez je- Konrad Lorenz? Je me fais aucun à souci. condition de pas être quand même noyé démographiquement, parce que c'est ça qui peut se produire, quoi. C'est-à-dire qu'on, Mais tu crois que ça peut disparaître totalement? mais Non. moi, je pense que oui. Je pense que on n'est pas dans une situation comparable à celle, par exemple, de l'effondrement de l'Empire romain. Du point de vue de l'épuisement intérieur, spirituel et politique de l'Occident, il y a des analogies à faire. Mais l'Empire romain n'était pas confronté à cette invasion démographique qui n'a vraiment rien à voir en termes quantitatifs. Ah, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, le jour où les Indo-Européens arrêtent de s'occuper du monde entier, Bah, la le monde démographie entier. va décroître. Hein. Oui, mais le monde entier La se sera démo- occupé d'eux avant. C'est ça le problème. C'est que là, on a lancé une bombe il y a un siècle avec la médecine occidentale dans tout le tiers-monde. Et aujourd'hui, c'est une bombe qu'on sait plus arrêter, quoi. C'est une bombe, hein, c'est clair. Ah bah, Mais c'est une bombe, bien sûr. Est-ce que c'est pire que la peste? Et ça devient des Ou la questions grippe espagnole? intéressantes. Non mais je sais pas. Non mais oui, c'est une question. Mais en tout cas, extrêmement en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux tout à fait assimiler, faire une analogie entre la situation politique de l'Occident et la situation d'un sidaïque, quoi. C'est vraiment les défenses Voilà, immunitaires et qui seuls sont... les forts survivront. Mm. Seuls les forts survivront. Oui, Et puis moi, je surtout crois que les gens de mon peuple sont devenus faibles. Vraiment. Bah oui. Je le vois. Ouais. Je le constate. Je ne m'en réjouis pas. Ça me fait de la peine.
Mais ça ne peut pas durer éternellement. Les faibles disparaissent et puis voilà. C'est pas Nietzschéen comme dirait notre ami Radou. C'est la pure. Non, ouais, tu sais, c'est Konrad Lorenz là. Il a écrit un livre là qui s'appelle L'agression. Tu vois, plus un organisme vivant est agressé, plus il se renforce en fait. Et moins il est agressé, et plus il dégénère quoi. Il se repose sur ses lauriers quoi. Ben voilà. On a une longue période historique où nous ne nous sommes pas fait agresser. Donc nous avons développé des cellules faibles. Et puis l'agression arrive et les cellules faibles vont disparaître. Je pense quand même qu'il faut freiner quand même le chaos, parce que sinon tu deviens entre guillemets un gros sataniste qui accélère le chaos. Et je pense qu'il faut quand même essayer de le freiner à son échelle. Individuelle. Ouais. À l'échelle individuelle, tu peux pas faire grand chose. Non, À part faire des enfants, dire à tes proches ce que tu penses, essayer de te tenir droit dans la vie. C'est déjà pas mal. C'est déjà difficile. C'est déjà, franchement, quand tu te tiens à ça, c'est déjà énorme. Hein. Même, en fait, il faut marcher par cercle concentrique. Tu sais, il faut essayer de se gouverner soi-même. C'est déjà quasiment impossible. Ensuite, gouverner son couple, sa famille, sa bande de potes, son village ou son quartier, après sa ville. Enfin, tu vois, tu marches par cercle concentrique, suivant tes intérêts et tes prochains, quoi. Les gens c'est logique aussi. Alors, ça. je fais une petite parenthèse par rapport à tous ces sujets-là. S'il y a des rôlistes qui nous écoutent, allez lire le background du jeu qui s'appelle Degenesis. C'est édité par Six More Vodka. Et c'est exactement sur ce thème-là. C'est un post-apo après grand massacre et comment la civilisation reprend et revit après. Et c'est vachement intéressant, c'est très bien pensé. Fin de la parenthèse. Alors messieurs, puisqu'on n'était pas, on s'est quand même vachement éloigné du sujet initial, mais encore que pas vraiment. Non, on l'a abordé sous tous les angles. Voilà. On l'a abordé sous tous les angles. Bon, mais c'est plus intéressant que toutes les émissions politiques qu'on a entendues bien sûr, jusqu'à présent. Des émissions politiques, on en a plein et on en a plein le cul et on s'en branle. Et de toute façon, même si on a que 500 personnes qui nous écoutent, c'est très bien. Moi, mon but, c'est d'avoir moins d'abonnés et moins de followers, tu vois. C'est pas vrai. C'est comme Renaud Camus, en fait. Ouais, je suis comme Renaud Camus. Non mais tu te rends compte attends et j'avais envie de vous lire. On aura bientôt plus d'abonnés que Renaud Camus n'a des lecteurs. Ah bah c'est déjà le cas, je crois. Ça va arriver très bientôt là. Bientôt. Et mais moi j'avais envie de vous lire un texte de René Guénon. Alors vas-y. Des Guénoniens, je me suis très largement détaché de Guénon et pourtant je le reconnais comme un de mes maîtres spirituels. Je suis un anarchiste avec on dit l'anarchiste c'est ni Dieu ni maître. Et moi j'ai un Dieu et plein de maîtres. Je suis un anarchiste avec un Dieu et plein de maîtres. Et je vais vous lire un petit passage de René Guénon, qui est le texte à chaque fois qu'on parle de la démocratie qui revient toujours et qui, à mon avis, est tellement clair et tellement beau qu'il en devient presque définitif, quoi. Si l'on définit la démocratie comme le gouvernement du peuple par lui-même, c'est là une véritable impossibilité, une chose qui ne peut pas même avoir une simple existence de fait, pas plus à notre époque qu'à n'importe quelle autre. Il ne faut pas se laisser duper par les mots, et il est contradictoire d'admettre que les mêmes hommes puissent être à la fois gouvernants et gouvernés, parce que pour employer le langage aristotélicien, un même être ne peut être en acte et en puissance en même temps et sous le même rapport. Il y a là une relation qui suppose nécessairement deux termes en présence. Il ne pourrait y avoir de gouvernés s'il n'y avait aussi de gouvernants, fussent-ils illégitimes et sans droit au pouvoir que celui qu'ils se sont attribués eux-mêmes. Mais la grande habileté des dirigeants dans le monde moderne est de faire croire au peuple qu'il se gouverne lui-même. Et le peuple se laisse persuader d'autant plus volontiers qu'il en est flatté et que d'ailleurs il est incapable de réfléchir assez pour voir ce qu'il y a là d'impossible. C'est pour créer cette illusion qu'on a inventé le suffrage universel. C'est l'opinion de la majorité qui est supposée faire la loi, mais ce dont on ne s'aperçoit pas, c'est que l'opinion est quelque chose que l'on peut très facilement diriger et modifier. On peut toujours, à l'aide de suggestions appropriées, y provoquer des courants allant dans tel ou tel sens déterminé. Nous ne savons plus qui a parlé de fabriquer l'opinion, et cette expression est tout à fait juste, bien qu'il faille dire d'ailleurs que ce ne sont pas toujours les dirigeants apparents qui ont en réalité à leur disposition les moyens nécessaires pour obtenir ce résultat. Cette dernière remarque donne sans doute la raison pour laquelle l'incompétence des politiciens les plus en vue semble n'avoir qu'une importance très relative.
Mais comme il ne s'agit pas ici de démontrer les rouages de ce qu'on pourrait appeler à la machine à gouverner, nous nous bornerons à signaler que cette incompétence même offre l'avantage d'entretenir l'illusion dont nous venons de parler. C'est beau. Comme souvent Guénon. Ah, c'est Guénon, il impose le Pérez. Non, mais c'est vrai, ce qui est intéressant, on en revient souvent à ça, c'est toujours l'œuf ou la poule. Tu sais, est-ce que nos dirigeants sont complètement cinglés ou alors s'adaptent à un peuple complètement cinglé, quoi. Non, mais moi, j'en reste au sketch des inconnus. Si tu veux, les hommes politiques, ils font leur campagne et ils se disent ne pas prendre les gens pour des cons sans jamais oublier qu'ils le sont, quoi. Et quand je lis le programme LREM, c'est exactement ça, quoi. Si tu veux, ça sonne complètement creux, c'est de la communication politique, mais ça clignote comme un plan de Las Vegas. Et ils se disent, la masse, ils vont bouffer, tu vois. C'est comme les producteurs des comédies musicales de merde. Ils se disent, le bon connard, il va payer sa place et puis il va aller voir notre merde, quoi, tu vois. C'est exactement ça. Et c'est là où moi, par exemple, je vais pas voter parce que du coup, moi, c'est là où je vous disais, moi, je sais pas de quel côté je suis. Est-ce que ces gens-là ne méritent pas ce qui leur arrive, en fait? Tu vois, là, moi, du coup, est-ce que le peuple mérite d'être sauvé, en fait, au bout d'un moment, quoi, tout simplement. Voilà. J'en chie au quotidien, mais à la limite, qu'ils aillent tous se faire enculer. À un moment, 5 millions de personnes qui votent pour LREM, mais putain, mais crever, quoi. Crever dans le RER, putain, j'en ai plus rien à foutre, quoi. Non, mais il y a un peu de ça, hein, j'avoue. Non, mais je vois Pierre qui tire une tête de 36 km de long. Ouais, non, mais c'est que tu vois, dans un organisme cancéreux, est-ce que les cellules encore saines n'essayent pas de survivre malgré tout, quoi, même si c'est peine perdue. Et n'essaye pas de un coup de chimio, tu crames tout à la chine. Ouais, moi, si tu veux, ma vision politique, c'est un peu Fight Club, quoi. C'est on vivra dans des pots de bêtes, dans les débris des mégalopoles modernes, dans des vêtements qu'on gardera toute notre vie, et on s'en bat les couilles, quoi. Cramons tout et repartons sur de bonnes bases, quoi. Concrètement, il y a plus Mad Max que Fight Club, quoi. Ouais. Moi, je suis plus je suis très Mad Max. Je pense que Mad Max, c'est assez prophétique. Mais je pense que non, concrètement, ce qui risque de se passer à l'échelle de 200-300 ans, ça va être ce qui s'est pour le coup passé pour Rome, c'est un retour aux campagnes. Au 3e, 4e siècle, les villes, Rome s'est vidée, je suis totalement d'accord. Les gens sont allés se réenraciner dans leurs villas, qui ont constitué la base de la mode castrale qui a permis le retour de la civilisation féodale 1000 ans plus tard, quoi. Et du coup, on redécouvre des vérités élémentaires, la solidarité de la famille, du clan, l'importance de l'individu aussi, parce qu'en fait, on n'arrête pas d'exalter l'individu, mais l'individu n'a jamais été aussi. Les castes aussi. Moi qui suis très libertaire, j'adore. Les castes aussi. C'est que fasse pas chier en tant qu'individu. Les castes. Les suiveurs, ils suivent. Les chefs, ils deviennent chefs. Ceux qui sont les plus intelligents, ils font des plans. Ceux qui savent construire des trucs, ils construisent des trucs. Et voilà, tout le monde est à sa place. Les tarés, on les crame. Et tout ça se crée spontanément. Il n'y a pas de décision, d'organisation. C'est dans un groupe de 10 personnes. Tu vois immédiatement qui va mener le groupe, qui va le conseiller. Ça se fait spontanément. Et quand il y a un taré qui fout la merde, il peut pas foutre sa merde éternellement sur les réseaux sociaux. On l'attrape, on le fout à poil et on le crame, sa grand-mère la pute. Non, mais il y a ça, mais ça, est-ce que justement ça c'est pas si ça se passe bien en fait. Si ça se passe bien, ça va partir en Mad Max. Et si ça se passe mal, c'est ce qu'on disait l'autre coup, ça va partir en Bienvenue à Gattaca ou le meilleur des mondes ou Soleil vert, enfin j'en sais rien, enfin ça peut partir aussi en dystopie technologique. Non mais ça va partir en dystopie avant de partir en couillon. L'un n'exclut pas l'autre. Ouais, je pense que tu peux bien avoir un Gattaca pour une certaine partie de la population et le reste qui vit dans Mad Max. Hein. C'est vrai. Ouais, moi je crois aussi à une séparation de la population, c'est-à-dire une partie qui va s'agréger à ce magma dégueulasse et une partie qui va vouloir s'en extirper, tu vois. Oui. Et moi je fais carrément partie de la partie qui veut s'en extirper. Je trouve que comme film prophétique, vous pouvez voir Elysium, c'est pas mal. J'allais en parler. Je trouve que au-delà de la qualité relative du film, le propos est excellent. Est-ce que vous connaissez alors ça c'est rigolo, c'est à la fin du 19e siècle, c'est une des premières dystopies, c'est de Maurice Spronck,
et ça s'appelle l'an 3000 après ou l'an 300 après la République, et ça décrit un monde où il y a que des obèses, il y a plus qu'une seule société, c'est la SPA, et les gens se font trop chier, ils sont sous antidépresseurs, et c'est un conquérant arabe qui vient exactement comme le livre de Houellebecq, je pense qu'il a copié en fait Houellebecq là-dessus quoi. Et c'est un livre qui s'appelle l'an 3000 après la République, et c'est de Maurice Spronck. Je sais avoir. C'est un anarchiste, c'est un auteur anarchiste qui a été député, je crois, qui a écrit ça quoi. D'accord. Et Écrit il y a combien de temps, du coup comment? Écrit à quelle date? Je crois que c'est 1890, un truc comme ça quoi. Ah ouais, d'accord, c'est vieux, oui. Ouais, Du coup, c'est déjà, je vais aller voir ce fameux Spronck, parce que moi, j'adore ce genre de littérature. Mais est-ce que vous avez vu ce superbe dessin animé des studios Pixar qui s'appelle Wall-E, où la Terre est complètement dévastée, puis il y a un petit robot qui essaie de chercher des formes de vie, et toute l'humanité est dans un vaisseau spatial, et ils sont tous obèses, ils sont tous dégueulasses à boire des sodas, et puis finalement ils arrivent à retourner sur la Terre, et l'humanité repart de zéro, tu vois. L'humanité repart sur des bonnes bases, et on revoit les dessins sur les grottes, et je trouve, franchement, ce dessin animé, il est génial. C'est génial. Ouais. D'ailleurs, c'est de plus en plus apocalyptique. Je le ferai voir à mon gosse, celui-là. Et post-apocalyptique. Ouais, c'est tout. Oui, c'est cyclique. En même temps, c'est l'intelligence des cycles, parce qu'en fait, on croit qu'on a une influence sur le réel, mais en fait, on est complètement prisonnier des cycles, quoi. Les gens qui ont l'orgueil de croire qu'ils vont avoir une influence sur le monde, mais ils sont grotesques, quoi. Alors, tant qu'on en est à la SF, moi je conseille vivement la lecture du cycle Thousand Worlds de George Martin, celui qui a fait Game of Thrones, mais qui a surtout écrit de la SF. Pas une nouvelle en particulier, parce que c'est plutôt des nouvelles courtes ou des histoires de 80-100 pages, mais plutôt une vision d'ensemble, parce que c'est exactement une vision cyclique, c'est-à-dire que il y a eu un grand empire galactique qui a été un empire plutôt administratif, bureaucratique, avec un état-providence très fort, etc., et qui s'est cassé la gueule, et finalement, la plupart des nouvelles se passent à chaque fois sur des mondes différents, où on est reparti à des âges barbares, et où on repart à zéro. Il y en a qui sont vraiment pas mal, hein. Dans la demeure du verre est très sympa. Les Rois des Sables, c'est très sympa aussi, donc je le conseille. Ravage. Nous sommes des barbares. Ravage de Barjavel. Ne l'oublions jamais. Ravage de Barjavel aussi. Ah oui, Barjavel, oui. Et de Merle, dans le genre post-apo, Malville. Malville est très chouette aussi. Là, j'ai pas lu, ouais. Pas lu non plus. Nous sommes des barbares, ne l'oublions jamais, et si pendant 48 heures les pouvoirs publics s'interrompaient, nous redeviendrions tous des barbares. Très certainement. Et ce serait magnifique. D'ailleurs, c'est assez marrant le nombre de séries, de films, de bouquins qui sortent sur ces thèmes-là. Quoi qu'on en pense, je pense que ça appelle quelque chose, comme le mouvement écologiste finalement. Oui. Il y a une tendance, peu importe la manifestation que ça prend, mais il y a quelque chose au fond de l'Occident là qui est en train de prendre conscience que on arrive au bout. Mais, tu sais, moi j'adore les histoires de zombies. Walking Dead. Et quelquefois, bien sûr, Walking Dead c'est génial. Moi je suis complètement fan de Walking Dead. Et en fait, Walking Dead c'est quoi? C'est des gens perdus dans la multitude qui essayent de lutter pour garder leur humanité, quoi. Parce que finalement, rien n'est plus simple pour quelqu'un qui se retrouve dans un univers de zombies que de se laisser mordre par le zombie et d'expérimenter cette nouvelle forme d'humanité. Non, il y en a qui se tapent, quoi. Ils se tapent et on sait pas trop pourquoi. Et oui, aujourd'hui, être debout au milieu des ruines, comme disait Evola, c'est un peu être ce personnage de série Z de zombies et je le ressens vraiment. Je pense qu'on meurt pas de combat mais d'absence de combat, quoi. Et aujourd'hui c'est ça, quoi. Exactement. Crise du sens et finalement combattre est une chance, hein. Combattre est une chance, c'est-à-dire que on peut se dire oui, putain, je vis dans une époque de merde où putain, il m'arrive que des merdes. Et finalement, si j'avais vécu à l'époque des gros boomers, mais je serais devenu un gros boomer dégueulasse. Ah oui.
Je suis content de pas être un gros boomer dégueulasse. Non, c'est vrai. Et c'est quand Ça même me une fait époque plaisir. frustrante parce que les combats sont toujours interposés, virtuels, mesquins. Voilà, c'est la virtualité qui fait chier. Ça, c'est le problème. C'est le problème. Mais quelque part, c'est une époque qui va donner naissance à des hommes forts. Des hommes et des femmes fortes. Je pense, oui. Ouais. Bon, messieurs, je ne dis pas ça parce que c'est moi qui fais le montage, mais ça fait 2 heures qu'on déblatère. Est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour du sujet? Mais disons qu'on a fait le tour du sujet et c'était... moi, j'ai kiffé, quoi. Oui. Mais C'était, de même. Parce que franchement, Pareil. moi, les élections européennes, à la base, ça me faisait grave chier. Prétexte, on, voilà. on en a pas beaucoup parlé, quoi. C'est ça qui est cool. Alors, pour la chaîne... Alors, Ah si, pour, moi j'ai oublié de dire un truc. Ouais. C'est, tu sais, j'ai regardé, vous aussi, je suis sûr, j'ai regardé la vidéo de Michel Drac sur les européennes, et je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, et comme souvent. Mais par contre, ça m'a fait mal au cœur de voir quelqu'un d'aussi cultivé, avec une telle connaissance de la politique et de l'économique, être quand même allé foutre un billet dans l'urne pour Philippot, quoi. Arrêtez Ça me de fait mal au voter, cœur. putain. Ça me fait mal au cœur. Ouais, Ah c'est-à-dire ouais. que le mec, au bout de son processus intellectuel, Ah ouais. ultra complexe, d'hyperboréen à 275 de QI, le mec vote pour Philippot, quoi. Bah, là, Putain de là, merde. on voit qu'il a la même logique qu'un énarque, en fait. C'est les intelligences un petit peu supérieures qui sont déconnectées du réel. Donc son choix s'est porté sur Ouais. Philippot. Mais sur le fait d'aller voter, encore une fois, moi, c'est peut-être qu'il y a un surinvestissement émotionnel du vote. Et en fait, quand on en a vraiment plus rien à foutre, on va voter parce que comme on prend sa douche, quoi. Non, comme quand on en a vraiment plus rien à foutre, on regarde attention à la marche, on se réveille à 11h30 du matin, on se fume une grosse clope, on se commande un burger et on s'en bat les couilles. C'est ce qu'on se voit. Mais après, moi, je comprends votre, parce que moi aussi, j'ai, enfin, pris dans le truc collectif, des fois, je me dis, ah, je vais aller voter, je vais faire quelque chose. Mais en fait, c'est plus fort que moi, à la fin, je le fais pas, quoi. Bah, moi, je me dis exactement l'inverse. Je me dis, mais non, là c'est terminé, c'est bon, j'ai eu ma dose. Et en fait, le jour J, j'y vais toujours, quoi. Putain. Bon, c'était un plaisir. Alors, je rappelle, Pierre-Yves Lenoble, qui a le blog, vous tapez le blog Pierre-Yves Lenoble et vous allez tomber sur tous ces articles, avec une émission, toi et moi, qui devons sortir sur les religions de la forêt et les religions du désert, qui va être génial. Ouais. Ah oui, qu'on Qui attend, sera là. avec Karl, qu'on avait déjà eu dans une émission Café des Hommes, Pierre Louvers, Lorraine Enragé. Ouais, et puis petite pub pour le site Rage ouais. Culture aussi. C'est un projet très prometteur Ouais, et qui bah, est je lancé. savais pas que tu y participais, et en fait, je me lis plein d'articles de Rage Culture, et je trouve ça vachement bien C'est foutu, pas mal j'adore. du tout, ouais. Ouais, c'est le Et site il y a ce qui... côté archéofuturiste que j'adore. Ouais, c'est le site qui monte dans le silence des médias. Voilà. Ouais, Donc, allez y faire c'est un tour, l'UPR, c'est fini. abonnez-vous à la page Facebook. Oubliez l'UPR, c'est Rage Culture maintenant. Voilà. Pierre-Yves, tous les bouquins qui sont disponibles sur Amazon, sur Fiatlux, et sur ton éditeur italien dont j'ai oublié le nom. Arche Milano. Arche. Arche Milano. Ouais. Ouais. Martial néo-masculin qui continue d'avoir une productivité absolument gigantesque, quoi. Je sais même pas comment tu fais, quoi. T'es un monstre. Écoute, Et moi en qui, ce moment, j'écris pour autre chose que pour Néo, mais oui, effectivement, je produis. Et oui, parce que moi et Martial, on est en train d'écrire un truc, là. Voilà. On est en train de se faire un vrai truc, qui sera probablement le premier livre de la maison d'édition qu'on va monter. Et Voilà. ça va être Amusant. super marrant. Et moi, moi, je produis rien, mais je produis un bébé. Voilà. Oh, Donc, ça me prend tout mon temps. félicitations. Félicitations. Voilà. Mais, C'est très bien. Hamdoullah les frères. Et ciao à tout le monde, abonnez-vous à la chaîne de Pierre-Yves, abonnez-vous à Lorraine Enragé, qui a notamment une super interview de Jean-Marie Le Pen, qui sort un peu des sentiers. Oui, puis on a battus, Michel qui est un Drac peu aussi plus qui est passé nous voir et la Non. vidéo va sortir d'ici peu. Donc, en fait, abonnez-vous Super. à Lorraine Enragé et au Club du Mercredi. Voilà, qui est Club du mercredi. l'association de conférences que vous retrouverez sur YouTube aussi. Et allez voir aussi Rage Culture, du coup. Et RH Culture en Euh, plus, voilà. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de potes à nous aussi, hein. Il y a beaucoup de potes à nous, hein, notamment de RDZ qui participent au projet. D'accord. Et puis si Rage Culture veut des articles, moi je veux bien leur en faire. Bah, Hein. J'ai avec des plaisir. bonnes idées sur la question. On est preneurs. Ciao les gars.
Peace. Merci à tous, Salam à très alaikum. bientôt. Ciao. Mazel tov. Ciao.